Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. Merci également à l'équipe de la Fondation Jean Jaurès pour l'organisation de ce soir, avec la mise en place de la salle, bien évidemment. Et puis aussi un merci tout particulier à l'équipe Histoire et Archives de la Fondation, qui a été à l'initiative de cette soirée, et puis aussi qui a opportunément publié quelques travaux la semaine dernière, donc sur le site internet Archives Socialistes, où vous pourrez retrouver, si vous êtes pris de passion après cette conférence, plusieurs revues Armées Nouvelles qui datent des années 70 et 80, donc à l'époque où le Parti socialiste produisait énormément sur ces questions. Après les remerciements, donc le thème de la soirée ce soir sur donc la gauche et l'armée de l'antimilitarisme au consensus. Donc c'est le moment de vous dire qu'il faut bien sûr acheter ce livre. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au mois de novembre, que le mois prochain il y a Noël, et donc vous pouvez faire l'acquisition du livre de Maxime, en sachant qu'il y a un autre auteur à ma gauche, Jean Numa, qui a aussi un très beau bouquin dont je parlerai juste après, qui pourrait aussi être opportunément mis sous les sapins. Je ne recueille pas l'argent en disant ça, mais si les auteurs sont inspirés, ils peuvent bien évidemment me donner de l'argent. Juste le format de la soirée, avant de présenter les trois personnes à ma gauche. On va avoir une première demi-heure d'échange avec Maxime pour qu'il puisse nous résumer un peu ses travaux et son livre. Un second temps d'échange avec Hélène et Jean Numa qui discuteront un peu des propos de Maxime, et un dernier temps évidemment dédié aux questions de la salle. Vous pouvez en général vous préparer. Alors simplement pour présenter les trois intervenants de ce soir, donc Maxime Launay qui est juste à ma gauche et qui est donc docteur en histoire contemporaine à la Sorbonne. Tu es spécialiste, Maxime, des relations politico-militaires et du lien donc entre les armées et la société. Et en fait, ce livre est issu en partie de ta thèse, donc qui s'appelait Une armée nouvelle, la gauche et l'armée française de 68 à 85. Et je dois dire que tu es un homme talentueux puisque tu as obtenu le prix de thèse de l'Assemblée nationale et un prix spécial de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Jean Numa, du Cange, tout à ma gauche, donc qui est professeur à l'université de Rouen, également historien en histoire contemporaine et en histoire politique. Tu es spécialiste, Jean Numa, de l'histoire des gauches, de l'histoire des marxismes, et puis aussi de l'histoire de la Révolution française, en tout cas comment elle est perçue, surtout puisque tu as fait ta thèse sur la réception de la Grande Révolution française au début du XXe siècle, notamment dans l'espace germanophone. Et je dois dire donc que tu as rédigé et contribué à de nombreuses revues et livres, et tu as surtout rédigé un livre, une magnifique biographie de Jean Jaurès, qui a été publiée l'année dernière aux éditions Perrin. Et comme Jean Jaurès est cité à la première page de ce livre, tu auras donc opportunément beaucoup de choses à dire sur ce livre. Et enfin, Hélène Conway-Mouret. Hélène, tu es sénatrice des Français de l'étranger. Tu es membre de la commission de la défense nationale, des forces armées et des affaires étrangères au Sénat. Tu es également rapportrice du budget équipement des forces, du fameux P146 pour les intimes, qui n'est autre qu'un budget de plus de 20 milliards d'euros, donc en toute modestie. Et Hélène, toi aussi, tu connais bien le monde universitaire, puisque au-delà d'avoir résidé pendant 25 ans en Irlande, tu travaillais donc au département de langue de l'Institut de technologie de Dublin. Donc on a à ma gauche trois personnes très familières du monde universitaire. Alors sans plus attendre, peut-être en démarrant la séquence avec Maxime, et une première question, en fait, Maxime, qu'est-ce qui t'a pris finalement comment en es-tu venu à travailler sur ce thème? On sait que les armées sont souvent perçues comme un thème plutôt acquis à la droite. Alors pourquoi t'es-tu mis à travailler sur la gauche et les questions de défense? Merci. Merci Axel pour cette présentation. Je suis très heureux d'être aux côtés de Madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret et de mon collègue historien Jean Numa Ducange. Je suis très heureux aussi d'être ici à la Fondation Jean Jaurès parce que lorsque j'ai débuté ma thèse de doctorat, la première porte que j'ai poussée, c'est à la Fondation Jean Jaurès. C'est ici que j'ai consulté les premiers cartons d'archives et je tiens à dire combien c'est un lieu important pour l'élaboration du savoir historique et pour sa diffusion. Et donc, comme tu l'as dit, je suis historien et donc ma matière première, c'est d'abord de trouver les archives et de les consulter. En sachant qu'on est sur un sujet qui peut être un peu délicat. La gauche et l'armée, ça suppose deux difficultés, je crois. Tout d'abord, une inaccessibilité partielle à un certain nombre d'archives. On est sur une histoire qui est assez récente, finalement, qui touche à des sujets qui peuvent être protégés, des archives parfois qui n'ont pas été déposées, qui ont disparu, l'absence d'inventaire. Bref, on est sur ce qu'on appelle le secret de la défense nationale. Et donc, vous avez ce que j'appelle ce quadrilatère du secret, le nucléaire,
le renseignement, les opérations extérieures, ou encore les ventes d'armes, qui sont des sujets extrêmement difficiles à documenter. Je les traite tout de même dans ce livre, mais ça suppose de trouver une variété de sources, de les croiser entre elles pour pouvoir avoir des éléments. L'autre caractéristique, au-delà de l'inaccessibilité partielle des documents, c'est aussi, c'est peut-être un peu paradoxal, la surabondance de documents. Parce que la période contemporaine produit énormément de documents. Tous les historiens le savent pour des objets qui peuvent être fort différents. Et donc, mon souhait à travers cette recherche, ça a été évidemment de m'intéresser aux partis politiques, ils sont très présents ici, mais pas que. La gauche et l'armée, c'est aussi d'autres types d'organisations. On l'a oublié, mais des associations d'abord. La Ligue des droits de l'homme notamment, qui évidemment a été créée avec l'affaire Dreyfus, mais qui par la suite, et notamment dans les années 70, s'est beaucoup intéressé à ce sujet. Des syndicats aussi ont travaillé, ça paraît surprenant, mais un syndicat comme la CFDT avait une pensée sur les questions militaires à cette période-là. Et puis plus généralement, évidemment, c'est un livre qui, au-delà des organisations politiques, s'intéresse à l'État. Et donc, il y a tout un travail qui est fait dans les archives de l'Élysée, de Matignon, des assemblées parlementaires, et puis pour d'autre part, des sources qui sont des sources policières, du renseignement, des sources judiciaires aussi, parce que des militants ont été poursuivis par la justice, notamment pour des raisons d'antimilitarisme. La gauche était aussi surveillée par les services de renseignement, et notamment le service de renseignement de l'armée. Et donc, ce sont autant de sources qui permettent de comprendre ce sujet. Il y a une grande part aussi qui est donnée aux archives médiatiques, parce que c'est ce qu'on va essayer de comprendre aussi ce soir, c'est comment l'armée a pu être, après 68, un problème public, comment il a été traité, problématisé par toute une série d'acteurs. Et ça se ressent ensuite dans le traitement de l'époque. Si vous ouvriez un journal comme Le Monde, il y avait une rubrique armée et quotidiennement, il en était question. Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup des questions de défense, des questions stratégiques, mais l'armée en tant qu'institution était un sujet aussi. Et puis, enfin, et là, c'est propre à toute histoire du temps présent. C'est une histoire qui s'écrit avec, ou en tout cas en présence des témoins. Et donc, c'est un travail qui se fait à partir d'entretiens, beaucoup d'entretiens oraux avec des officiers, des responsables politiques, des militants. Voilà pour l'aspect des sources. Pour autant, évidemment, je ne pars pas de rien. C'est aussi un ouvrage qui s'insère dans une historiographie déjà riche. Alors, je ne vais pas revenir ici sur tous ces éléments. Mais il est certain que ces dernières années, il y a eu un regain d'intérêt pour l'objet militaire. D'abord par le prisme de la guerre. Vous avez beaucoup d'historiens qui ont largement renouvelé les connaissances à ce sujet, ou sur des sujets plus précis, notamment la dissuasion nucléaire. Je le disais, c'est un sujet qui est sensible, qui est difficile à documenter, et pour autant, du fait d'un certain nombre de déclassifications, il y a aujourd'hui ce que je pourrais appeler un vrai printemps historiographique sur la question de la dissuasion nucléaire. Et puis par ailleurs, je fais ici un travail d'historien, mais l'histoire s'insère dans les sciences sociales. Et donc, nécessairement, j'ai essayé largement de lire et de partir aussi de travaux de sociologues, de politistes. Et je crois que si on peut retenir un élément de cette sociologie militaire, c'est qu'il ne faut pas traiter l'armée comme un isolat social, comme un monde à part qui serait complètement éloigné de la société. Il y a un ethnologue militaire, parce qu'il y a aussi des ethnologues qui s'intéressent à l'armée, Claude Weber, qui dit qu'il faut se départir du millicentrisme. Qu'est-ce que c'est le millicentrisme ? C'est l'idée qu'on étudie l'armée comme un tout, avec ses normes, ses valeurs, ses modes de fonctionnement, en le coupant du reste du monde. J'essaie de me départir de ça en vraiment l'étudiant sans cesse dans ses interactions, ses imbrications avec les partis de gauche, sur une histoire qui court pendant plus de 50 ans, et surtout en essayant de coudre deux types de périodes qui sont souvent disjointes dans les travaux historiques. Souvent, on s'intéresse à ce qu'on appelle les années 68, les années 70 qui sont des années d'opposition, qui sont des années d'ébullition intellectuelle, et puis de l'autre côté, on s'intéresse aux années Mitterrand, etc., les années du pouvoir. Et là, j'essaye vraiment de lier ensemble ces deux périodes, de les joindre et de comprendre ce que ça fait en termes, classiquement en histoire, de continuité et de rupture. Je veux juste dire aux personnes qui sont au fond, si jamais elles veulent s'asseoir, il y a quelques places juste devant, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timides, nous sommes très sympathiques et on ne postillonnera pas, de toute façon, on est tous vaccinés. Peut-être juste une deuxième question, Maxime, je sais que tes bornes chronologiques sont 1968 aujourd'hui, mais j'ai envie de savoir pourquoi tu as choisi 1968 comme borne chronologique, et peut-être aussi qu'est-ce qui se passe avant
Et puis la question suivante nous amènera évidemment au cœur de ton bouquin. Mais donc, quel est le paysage de la défense avant 68 et pourquoi 68 comme borne chronologique? Alors effectivement, 68 n'était pas du tout une borne évidente lorsque j'ai commencé mon travail. J'aurais pu choisir d'autres bornes, une borne institutionnelle comme 1958, création de la Ve République. Et là, il est certain qu'au regard du rôle qui est conféré au président de la République sur les questions de défense, ça aurait été une borne tout à fait logique. J'aurais pu choisir des bornes électorales ou politiques. 1981, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Peut-être même 1974, qui est une première forme d'alternance au sein des droites. J'aurais pu choisir une borne militaire, 1962 et la fin de la guerre d'Algérie, ou encore 1940. Bon, peut-être que là j'aurais monté un peu loin, mais il y a évidemment, et moi ça m'a beaucoup marqué dans les entretiens que j'ai menés avec des officiers généraux, certains sont d'ailleurs décédés depuis, le traumatisme de la défaite de 1940 pèse pour tous ces officiers qui ensuite sont appelés à reconstruire l'armée en 1945, qui sont à la manœuvre lors des chamboulements des années 1960, lorsque la France se dote de la dissuasion nucléaire. Ces officiers qui ensuite deviennent les principaux chefs d'état-major au tournant des années 60-70. Beaucoup ont été marqués par la résistance, beaucoup sont des Français libres, et donc nécessairement dans le schéma de compréhension des questions militaires, ça compte beaucoup. Par ailleurs, plus proche de 68, évidemment, les guerres de décolonisation. C'est quelque chose qui est absolument essentiel pour comprendre les débats de l'époque. L'armée est revenue, les armées sont revenues dans le territoire contraint, enfin, on va dire limité de l'Hexagone. Leur horizon, ce n'est plus, pendant un temps, après les choses vont changer, il y a d'autres cycles, mais pendant un temps, leur horizon, c'est l'Europe de l'Est, c'est la défense face à une potentielle guerre avec l'URSS. Et donc, pour ceux qui s'étaient engagés dans une armée qui était celle de l'armée du large, l'armée de l'aventure, d'une certaine façon, cette armée un peu réduite dans le confin hexagonal, cette armée presse-bouton, comme on disait parfois, c'est-à-dire qui s'est technicisée avec l'armement nucléaire, pour beaucoup de militaires, il y a une perte de sens, en fait, dans ces années-là. C'est toute l'œuvre du général de Gaulle d'avoir complètement repensé le système de défense, mais c'est aussi, pour les armées, une forme de déclin, parce que, surtout pour l'armée de terre, qui était une armée massive, à partir de ce moment, l'armée est réduite, les moyens sont réduits, la condition militaire se dégrade. Et donc, en fait, quand on ouvre la période de 68 et les années 70, on le voit très bien dans les rapports d'inspection de l'époque, il y a une crise du moral très présente. Et ça explique pourquoi aussi la gauche s'est engouffrée sur ce sujet, parce qu'elle pouvait y trouver, matière à proposition, avec des relations évidemment très conflictuel, il faut le dire, en tout cas difficile. Le putsch des généraux de 1961 est encore dans toutes les têtes. Les relations n'étaient pas univoques, évidemment. Si on remonte dans le temps, la gauche a aussi assumé le pouvoir et a joué un rôle important sur la défense nationale. C'était vrai avec Léon Blum en 1936, par exemple, évidemment. Mais tout de même, en 68, on voit bien qu'il y a un décalage. Au moment où survient la grande crise de 68, on voit bien qu'il y a un décalage entre une armée qui est une armée d'ordre, une armée de discipline hiérarchique, en fait, qui paraît une institution complètement immobile, et d'autre part, une société en mouvement, la société des années 60, qui change très fortement. Et ça, on sent qu'il y a ça. Voilà, les deux s'opposent à ce moment-là. Et ce qui explique pourquoi j'ai choisi 68. Alors, j'y viens, sans rentrer dans les détails, et je l'explique ensuite dans le livre, il faudra le lire. En fait, en 68, il se passe rien quasiment pour l'armée, et à mon sens, il se passe déjà beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est le fruit tout simplement d'une immersion dans les archives, lorsque vous consultez les archives du ministre des Armées de l'époque qui s'appelait Pierre Messmer, en fait on s'aperçoit qu'au cœur de la crise de 68, au moment où l'État est en train très fortement de défaillir, que beaucoup de services publics sont complètement dépassés. Du côté du pouvoir gaulliste, on craint vraiment un coup de force communiste. Ça, c'est tout à fait établi et préparé vraiment de façon tout à fait discrète à ce moment-là. C'est les archives qui le montrent. L'envoi à Paris ou dans la région parisienne de troupes de choc, des parachutistes, des troupes de la colo, comme on dit, qui sont jugées des troupes sûres, fiables, très compétentes, dans lequel il y a peu de soldats du contingent par ailleurs, et elles sont prêtes à intervenir sous 1 heure sur ordre du pouvoir. Et en découvrant ces documents, j'ai compris comment, à ce moment-là, il pouvait y avoir, dans des moments vraiment très graves, un retour de l'armée, comme ça avait pu être le cas dans l'histoire politique longue de la France. Et par ailleurs,
au-delà de ces éléments qui, à l'époque, n'étaient pas connus, il y a évidemment un événement fondamental qui est la visite à Baden-Baden du général de Gaulle, un personnage connu des Français, de tous les Français à l'époque, qui était le général Massu, qui rappelait tout de suite, évidemment, la guerre d'Algérie et les actes de cette période-là. Et donc, à partir de ce moment, en fait, après 68, il y a une dynamique qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a des débats qui commencent à éclore partout en France en se disant mais quel est le rôle politique et social de cette armée ? Et puis commence à éclore toute une série de sujets qui vont faire que que les questions militaires vont se politiser très rapidement. Bien évidemment, il y a le Larzac, qui est très connu, ce projet d'extension d'un camp militaire qui suscite à ce moment-là, évidemment, qui cristallise tout ce que la gauche compte de militants libertaires, non violents, écologistes, socialistes unifiés, etc., qui se réunit tous les étés sur ce plateau dans l'ambiance de l'époque. Il y a une contestation, mais ça a toujours existé depuis les années 30, et en fait, ça existe toujours, c'est la contestation des ventes d'armes. Et à ce moment-là, au tournant des années 60-70, tout ce système d'industrie de défense qui a été mis en place justement dans les années 50-60 commence à s'envoler avec une balance commerciale qui devient très bénéficiaire en fait, et des industries et des grandes entreprises qui commencent à éclore avec des ventes d'armes extrêmement importantes, y compris avec des pays peu recommandables. C'était l'Afrique du Sud de l'apartheid par exemple. Et donc ça aussi, ça suscite bien des contestations. On pourrait aussi parler des essais nucléaires qui ont lieu en Polynésie française, qui là également provoque bien des critiques. Autre fait social majeur de l'époque, le service militaire, qui était une institution finalement qui a toujours pu être débattue dans ses formes, etc., mais qui, sous la Troisième République, restait assez consensuelle. C'est plus le cas avec la génération des baby-boomers qui arrivent sous les drapeaux. Et donc vous avez une crise antimilitariste qui surgit à ce moment-là, avec tout de même, et c'est un petit peu oublié aujourd'hui, mais des comités de soldats clandestins, illégaux, dans les casernes, qui se multiplient par dizaines, par centaines partout en France, des manifestations d'appelés en uniforme qui, dans les rues de certaines villes, et je pense notamment à Draguignan, qui a été la première des villes touchées, défilent en uniforme, le poing levé, chantent l'international. Vous imaginez quand vous êtes en uniforme, évidemment, c'est des choses qui, à l'époque, suscitent bien des débats. On pourrait parler aussi de la justice d'exception, les tribunaux militaires qui existaient encore à l'époque, qui était un vieux combat aussi de la gauche des droits de l'homme, d'une certaine façon, depuis l'affaire Dreyfus. Et puis, la volonté de démocratiser l'armée. C'était un grand terme de l'époque. On souhaitait, il y avait des propositions, notamment pour créer des syndicats dans l'armée, ce qui, évidemment, était une hérésie au regard du droit et du statut général des militaires. En regardant aussi ce qui se passe dans une dynamique internationale, on ne peut pas déconnecter la situation française par exemple, du Chili, le coup d'État militaire contre le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende avec Pinochet. Ça, c'est évidemment un choc mondial. Et c'était un pays qui était réputé démocratique, avec une armée qui était réputée loyale. Or, le gouvernement a été renversé. C'est un moment où il y a quand même un certain nombre de dictatures militaires, y compris en Europe. Alors, en Amérique du Sud, c'est évident, mais en Europe, vous avez Franco tout de même en Espagne, vous avez la dictature des colonels en Grèce. Et puis, vous avez aussi des événements qui sont tout à fait contradictoires et qui font réfléchir les militants de l'époque. La révolution des œillets, en 1974, c'est-à-dire comment des capitaines, tout à l'inverse, provoquent une révolution, un changement de régime et à la fin d'une dictature. Et là, évidemment, on repense et on se dit que cette institution, elle est souvent perçue comme réactionnaire conservatrice, mais elle peut aussi participer du changement politique. Bref, tout ça conduit donc, à mon sens, à créer l'armée, à faire de l'armée un problème public, et ce qui interpelle ensuite les partis politiques. Au moment où il y a cette fameuse alliance du programme commun de gouvernement, l'unité de la gauche, elle se fait aussi sur des négociations parfois très difficiles entre les grands partis de gouvernement qui tentent de proposer des solutions et d'ouvrir un chemin. Mais évidemment, vous voyez bien entre cette gauche de gouvernement qui est tournée vers le pouvoir et d'autres familles politiques qui appartiennent à la gauche, il y a parfois peu à voir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun entre des militants qui prônent la désobéissance civile inspirés par la non-violence gandhienne et des militants de la gauche prolétarienne inspirés par Mao et ses gardes rouges qui sont dans un rapport plutôt de lutte armée. Voilà la pluralité, ce qui fait que c'est difficile de parler de la gauche. En fait, c'est bien des gauches en réalité dont il faut parler. Du coup, on voit, Maxime, que tu nous as un peu déjà amené dans les années 70, et donc je propose de continuer un peu ce chemin chronologique. Et du coup, dans les années 70, c'est vraiment une période charnière où on voit que la gauche se prépare à l'exercice du pouvoir, se prépare bien sûr aussi donc à la conquête du pouvoir. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70
à gauche, dans les gauches, et pourquoi aussi les gauches ont mis autant d'énergie à investir les questions de défense? Qu'est-ce que ça dit des questions de défense? Qu'est-ce que ça dit des gauches? Ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est vraiment de rattacher cette histoire gauche et armée, ce lien avec l'histoire plus générale, l'histoire politique et sociale de la période. Et parfois, je suis un peu surpris lorsque je regarde les publications sur cette période-là. Il y a une vision, je trouve, un peu enchantée du début des années 70, de la période de Pompidou, en fait, qui sont un peu les années bonheur. C'est vrai que c'est les dernières années de la croissance dite des 30 Glorieuses. Mais en réalité, il y a quand même un gaulo-pompidolisme un peu crépusculaire au début des années 70, avec toute une série d'affaires, de scandales, et puis aussi, tout simplement, un niveau de conflictualité extrêmement élevé après 68. C'est vrai dans les usines, je renvoie aux travaux de Xavier Vignat, c'est vrai dans les écoles, c'est vrai aussi dans les prisons, et c'est vrai aussi dans les casernes. Et donc ce contexte-là, en fait, il profite aussi à une gauche qui commence à s'unir, qui s'organise progressivement, en tout cas pour la gauche du gouvernement, entre 71, congrès d'Épinay, et 74, au moment des assises où le PSU rejoint le PS. Et donc cette union aussi avec une alliance électorale avec le Parti communiste, ça fait qu'on a toute une série de personnes qui s'agglomèrent, de volontés, et la conscience aussi que la gauche peut vraiment, cette fois-ci, arriver au pouvoir. En 1974, François Mitterrand perd au second tour à 426 000 voix. Il réunit 26 millions de suffrages. Et donc, finalement, il ne s'en avait fallu de peu. Et nécessairement, le constat qui est fait, c'est que le programme, en tout cas du Parti socialiste de cette époque, mais en fait de l'Union de la gauche, est largement inspiré de celui des années 50-60. Et donc il y a l'idée de le mettre à jour, parce que comment prétendre en fait à la présidence de la République en remettant en cause, par exemple, ce qui est devenu au cœur du système de défense français, la dissuasion nucléaire. Le Parti communiste, le Parti socialiste n'ont cessé de faire campagne. Il n'a qu'à regarder la campagne présidentielle de 65 contre la bombe, qui était estimée coûteuse, inefficace, et puis que c'était une folie contre l'humanité. Et donc, à partir du moment où on considère qu'il y a, dans le cadre des institutions de la Ve République, une forme de domaine réservé, même si de juré, c'est pas exactement le cas, mais en tout cas, de facto, c'est vrai, eh bien, les socialistes et d'autres aussi à gauche vont se mettre au travail et vont commencer à créer des commissions, à rencontrer des militaires, en fait, dans le but de paraître crédibles. Et là, on peut faire un parallèle avec un autre domaine qui est l'économie. On a un collègue historien, Mathieu Fulat, qui s'est beaucoup intéressé aussi à l'histoire du Parti socialiste et de l'économie et qui montrait qu'ils étaient sans cesse attaqués, les socialistes, sur les questions économiques en disant « vous êtes incompétents ». Et donc, le but de François Mitterrand, c'est de confier un personnage clé de son équipe, qui s'appelait Charles Hernu, avec toute une série de jeunes militants, de jeunes hauts fonctionnaires, des militaires et des officiers d'ailleurs qui, de façon très discrète aussi, vont dans cette commission, conseillent, produisent des notes. Et donc c'est comme ça aussi ce travail, je dirais, de réflexion, ce travail doctrinal, pour essayer de renouer avec une pensée, tu en as parlé tout à l'heure, de Jean Jaurès, qui est celle de l'armée nouvelle, alors qui a été évidemment produite, pensée dans un tout autre contexte, des décennies plus tôt, au début du XXe siècle, mais qui reste une forme de totem à cette période-là, en essayant d'imposer une idée au sein du Parti socialiste, et qui était tout sauf évidente, à un moment où il y avait beaucoup de militants antinucléaires, pacifistes, etc., qui est que l'armée est une institution républicaine et loyale. Ce qui n'est pas évident après tout ce que je viens de présenter. Mais par contre, elle doit être réformée, elle doit être transformée, elle doit être même, et c'est le mot qui est à la mode à l'époque, elle doit être populaire. Comment rendre l'armée populaire? C'est tout le défi de cette période, notamment à travers des rencontres parfois officielles, parfois officieuses, entre les dirigeants socialistes et les officiers généraux de l'époque, parfois dans des cercles bien connus, comme l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est un lieu où il y a des réseaux politico-militaires bien établis, et c'est le but, mais aussi des rencontres fort discrètes dans des appartements cossus de l'ouest parisien. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'il y a une forme d'acculturation, je dirais, de socialisation entre deux mondes qui jusqu'ici s'ignoraient et parfois avaient évidemment des a priori très forts. On continue notre petit bonhomme de chemin chronologique et en fait je vois que juste derrière moi il y a une image qui est aussi la couverture de ce livre et qui est également mon fond d'écran de téléphone depuis quelques années. Et donc François Mitterrand qui rentre dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins à Brest, la plus belle ville du monde également, il faut le rappeler.
mieux que Cherbourg, comme je vois la députée de Cherbourg devant. Les années donc 81-2002, ce sont les années où la gauche exerce le pouvoir à plusieurs reprises, de 81 à 86, de 88 à 93, puis 97 à 2002, puis évidemment aussi François Mitterrand, président de la République entre 80 et 95. Qu'est-ce que ça a donné un peu l'exercice du pouvoir pour la gauche sur les questions de défense? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Puis par ailleurs, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, en parallèle, il y a un certain nombre de choses, et on voit aussi qu'en 89-91, c'est la fin de la guerre froide. Donc qu'est-ce que ça a aussi amené la fin de la guerre froide sur les questions de défense aussi pour la gauche? Alors, dans ma thèse, j'avais été un peu déraisonnable parce que en histoire, on réfléchit toujours aux bornes chronologiques, on en parlait tout à l'heure, et j'avais fait exprès de mettre une partie sans mettre 1980 comme borne chronologique, pour vraiment essayer de sauter cette étape et montrer que beaucoup de choses avaient été préparées en amont, c'est ce que je disais tout de suite, et que finalement 81, évidemment, c'est une date fondamentale dans notre histoire politique, sur toute une série de dossiers et de sujets, sur les questions économiques, sociales, éducatives, ça a été un moment fondamental. Et j'avais envie de dire dans ma thèse, finalement, 81, pour les questions militaires, c'est pas un moment de rupture. Bon, j'étais plus raisonnable dans le livre et je suis revenu à 81 pour faire une des grandes parties, parce que effectivement après 81, on voit apparaître, même si le terme est parfois insatisfaisant, ce qu'on appelle le gaulo-mitterrandisme, c'est-à-dire, et là on voit bien, la reprise par les socialistes principalement du legs gaulliste en matière de défense. Je l'ai dit, évidemment, la dissuasion nucléaire, et ça avait déjà été acté avant même 81. Un rapport avec l'OTAN aussi, qui est ce qu'un politiste, Olivier Schmitt, appelle l'atlantisme réticent, c'est-à-dire à la fois on accepte d'être dans l'Alliance Atlantique, mais on ne remet pas en cause la sortie du commandement intégré qui avait été acté par le général de Gaulle en 66. Et donc il y a toujours une distance vis-à-vis des Américains qui est là. Un service militaire aussi qui est maintenu, et ça c'était vraiment un pilier fondamental de la pensée de la pensée de gauche depuis Jaurès, et avec lequel il y avait un accord finalement avec la droite, même si après chacun pouvait se critiquer sur tel ou tel aspect. Une défense aussi des intérêts français outre-mer. Et là, on le voit bien, les années Mitterrand sont des années avec une grande densité d'opérations extérieures. Et puis enfin, sujet sensible, je le disais aussi, la consolidation de ce qu'on appelle aujourd'hui la BITD, la base industrielle technologique de défense, au nom de la souveraineté française. On ne remet pas en question toutes ces grandes entreprises. Bref, ce qui se dégage à ce moment-là, c'est une forme de maturité démocratique dans les relations politico-militaires qui ont gagné en stabilité dans le cadre des institutions de la Ve République. Ce qui est un peu paradoxal, évidemment, au regard du parcours de François Mitterrand, qui était le premier adversaire du général de Gaulle et qui avait fait campagne en 1965 avec son livre « Le coup d'État permanent ». Le système de défense en est ressorti certainement renforcé, je le disais, il est devenu plus consensuel, c'est certain, et le rayonnement de la France, à mon sens, a été assuré parce que ça reste une puissance militaire. La gauche socialiste a été aussi une gauche réformatrice au pouvoir, avec la fin d'un certain nombre d'éléments qui étaient très critiqués dans l'opposition, les tribunaux militaires, il n'en est plus question après l'alternance, ils sont supprimés. Des cours d'exception comme la Cour de sûreté de l'État aussi est supprimée. On libéralise aussi l'objection de conscience, qui était une vieille revendication depuis les années 60. On réforme, alors à minima, le service militaire, puisque la proposition, qui était aussi une proposition jaurésienne, de mettre en place un service militaire de 6 mois, sur lequel comptaient énormément les jeunes électeurs de François Mitterrand, n'a pas été finalement mise en œuvre. Et puis, il y a toute une série de réformes internes aux armées, sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui montrent qu'il y avait vraiment ce souci de réformer. Le pendant de cela, me semble-t-il, c'est que en allant vers le consensus, il y a eu une forme d'épuisement intellectuel par rapport aux années 70. Alors certes, dans les années 70, il y avait peut-être des excès, des insultes, etc. Mais l'armée s'en était bien sortie d'une certaine façon. Et moi, j'ai toujours pensé qu'elle a été la grande bénéficiaire de l'antimilitarisme parce qu'elle y a gagné des soutiens à gauche, à droite aussi avec Giscard d'Estaing. Elle y a gagné des budgets et elle y a gagné surtout un débat. Les gens au moins parlaient de l'armée et il y avait un intérêt pour ces questions. Après 81, c'est vrai que d'abord la gauche pacifiste dont je parlais s'effondre un petit peu, elle n'est plus audible en tout cas, et aussi parce que, mais ça c'est vrai toujours, l'apprentissage du pouvoir est rude, et donc il y a toute une série de décisions qui sont prises à ce moment-là, qui réveillent des vieilles fractures, qui suscitent des divisions. Ça peut aller sur des aspects très symboliques, je pense en 1982 à la réintégration
des généraux putschistes de 1961, qui avaient été d'abord amnistiés plus tôt, mais là on les réintègre dans l'armée, ce qui provoque, et donc c'est à l'initiative de François Mitterrand, évidemment, c'était une promesse de campagne, mais qui n'avait pas non plus été très, très avancée, en tout cas pas vers tous les électorats. Et donc là, ça suscite une rupture, enfin pas une rupture, mais en tout cas une division avec une génération qui, elle, est née à la politique pendant la guerre d'Algérie. Je pense évidemment à Lionel Jospin ou Pierre Joxe. Et puis donc d'autres renoncements, je le disais, plutôt sur le plan des droits et des libertés. Je crois que tu me posais la question au-delà de François Mitterrand, ce qu'il en est, alors, et même après la guerre froide. Là encore, l'œuvre réformatrice est réelle. D'abord, au lendemain de la chute du mur. Pour autant, je crois que la grande réforme qui a été à la fois l'œuvre de la gauche, mais qui n'est pas la décision, dont elle n'est pas à l'origine, c'est la fin, disons la suspension du service militaire qui avait été actée par Jacques Chirac, mais mise en œuvre par Lionel Jospin. Et c'est vrai que, à mon sens, à partir du moment où ce service militaire était vraiment au cœur de la pensée jaurésienne et des propositions pendant très longtemps, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 50, jusque dans les années 70 des socialistes, il y a une forme de banalisation en fait, des socialistes dont on voit moins comment ils se distinguent sur ces questions. Et ça ouvre, je crois, très nettement une forme de désidéologisation, j'étais sûr que je n'avais pas réussi à le dire, de désidéologisation des questions militaires. Peut-être dernière étape de notre chemin chronologique avant de passer la main un peu au grand jury à notre gauche. Mais je pense à Bastien Hirondelle, qui était un sociologue, un politiste, qui parlait aussi du fait que les questions de défense devenaient un peu consensuelles aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où en sont les clivages à gauche sur les questions de défense? Et est-ce qu'on peut parler de consensus sur les questions de défense, alors même que tout à l'heure tu disais que justement le grand gagnant de l'antimilitarisme était les armées? Donc où on en est aujourd'hui sur les débats et les clivages? À mon sens, il y a toujours un consensus si on considère que ce consensus a été construit autour de la dissuasion nucléaire. Alors il y a toujours des débats et des propositions, et on voit bien qu'ici ou là, notamment depuis 2022 et encore plus depuis 2024, il y a des discussions, mais tout de même, si c'est sur la dissuasion nucléaire, il y a quand même un consensus. Après, ce consensus, et là, il y a un certain nombre de travaux qui l'ont montré ces dernières années. De qui parle-t-on, en fait? Consensus au sein de la classe politique, c'est certain, et donc des spécialistes au sein des groupes parlementaires. Consensus au sein de l'opinion publique, c'est plus compliqué, parce que en réalité, on pourrait peut-être même parler de consensus permissif. C'est une notion qui existe pour d'autres champs d'études, c'est-à-dire comment, en fait, le public se désintéresse d'une question et finalement s'en remet aux décideurs, aux experts. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'en fait, il y a un véritable débat et un consensus tout à fait au sein de l'opinion sur la dissuasion nucléaire. En tout cas, il faut leur poser très précisément la question de qu'est-ce qu'on veut dire par dissuasion nucléaire. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées ces dernières années, notamment sur le rapport des jeunes à la guerre, qui montrent que parfois, par exemple, on considère beaucoup l'armement nucléaire comme une arme d'emploi, ce qui n'est pas du tout dans la doctrine, par exemple. Donc, je serais assez prudent là-dessus. Moi, ce que j'essaye de développer à la fin, dans un dernier chapitre, qui est une forme de prolongation des différentes thématiques que j'aborde chronologiquement dans mon livre, c'est que ce consensus, il ne permet plus tout à fait aujourd'hui le débat. Or, au regard du contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire d'une augmentation extrêmement importante des budgets militaires depuis 2017, au regard de la place que prennent aujourd'hui les militaires dans le débat public, et je ne dis pas nécessairement que c'est mal, au contraire, je crois que la moindre des choses, c'est que ce débat puisse avoir lieu aujourd'hui. Je crois qu'il existe sur les questions de défense et les questions stratégiques du fait du contexte, évidemment en Ukraine, évidemment aussi en Palestine, mais sur la pensée de l'armée comme institution, son rôle, j'ai presque envie de dire sociologique, là, pour le coup, on n'y est pas vraiment. Pour autant, il y a encore des lignes de clivage. Certaines sont permanentes. L'OTAN, par exemple, a toujours été une ligne de clivage. C'était une ligne de clivage entre le PC et le PS. Elle l'est aujourd'hui entre le PS et LFI. Et le PC toujours, oui, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Les opérations extérieures sont aussi un sujet
extrêmement délicat, d'autant plus que ça fait renaître toute une série de conflits. Je pense au Rwanda, je pense aussi au départ des armées en Afrique ces dernières années. Là aussi, c'est des sujets très délicats. Et puis les ventes d'armes, je le dis de toute façon, avant, après, ça continuera toujours. Les ventes d'armes ont toujours été contestées. Ensuite, moi, je distingue les lignes de clivage de ce que j'appelle les signaux faibles. Et j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont là aujourd'hui, un peu latents, et qui pourraient revenir au devant de la scène. Le premier d'entre eux, et moi je regarde vraiment très attentivement cela aujourd'hui, c'est le potentiel retour d'un service militaire qui est vraiment travaillé et discuté en haut lieu. Il y a une annonce qui a été faite par le Premier ministre fort discrète et donc assez peu débattue pour l'instant d'un service militaire volontaire. Donc si c'est du volontariat, évidemment la donne ne sera plus exactement la même, mais tout de même, je pense que dans le rapport à la population et aux jeunes, ça pourrait changer un certain nombre de choses. Deuxième sujet, c'est évidemment les arbitrages budgétaires. Là, on en parle tous les jours. Comment, notamment à gauche, on fait des arbitrages entre le budget militaire, donc l'urgence de sécurité, et l'urgence sociale et l'urgence climatique. Et il est certain que les années à venir continueront de nous amener sur ce chemin-là. Et puis enfin, il y a aujourd'hui des déclarations et des anticipations sur comment va évoluer le conflit en Europe. Le chef d'état-major des armées, le général Mandon, expliquait il y a quelques semaines qu'il fallait se préparer à un choc, éventuellement d'ici 3 à 4 ans. Et donc, ça veut dire aussi, dans le langage militaire, quelle rétroaction, c'est-à-dire quels effets sur le territoire national d'un tel conflit sur le flanc est de l'Europe, et donc quelle montée en puissance des armées au niveau des frontières, sur le territoire national. Là aussi, ça peut ranimer des débats à gauche tout à fait délicats. Je terminerai par un point, peut-être pour faire un écart, mais beaucoup de mes collègues, moi je ne suis pas du tout spécialiste des États-Unis, mais évidemment suivent très attentivement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Amérique de Trump, avec une politisation des armées et une militarisation de la société à grande vitesse. Vous avez aujourd'hui des forces armées de la garde nationale américaine qui est envoyée dans des grandes villes démocrates, ce qui est évidemment un saut par rapport à la définition même de l'ennemi. Vous avez aussi des militaires qui sont envoyés dans la chasse aux migrants et qui participent donc d'une militarisation aussi de la lutte contre l'immigration clandestine. Et donc je pense que pour la gauche qui espère peut-être un jour revenir au pouvoir, ce sont autant de questions qui doivent l'interpeller dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir. Merci Maxime. Donc, on en a fini pour ce premier temps, cette 32 minutes. Donc, on avait dit une demi-heure, donc on est absolument parfait. Donc, je propose de passer un second temps d'échange avec Jean Numa et Hélène. Peut-être en commençant par toi, Jean Numa. On a évidemment préparé, puisqu'on a été consciencieux, donc cet échange en amont. Tu disais que ce qui t'avait beaucoup marqué, c'est que finalement, tu avais l'impression, toi, le spécialiste de Jean Jaurès, que depuis l'Armée nouvelle, on n'avait plus fait de grands textes théoriques. Donc, qu'est-ce que tu laisses réagir ? Bien sûr. Bon, 2 choses m'ont marqué après la lecture de l'ouvrage. Alors, toute une série de points précis, mais 2 choses principales tout de même. D'abord, je trouve que l'exploit est réussi. Il faut quand même le rappeler. C'est pas évident de faire une histoire du Parti socialiste et de l'armée. Ce serait pas évident de faire une histoire du Parti communiste et de l'armée et d'intégrer en plus l'extrême gauche. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais les comités de soldats ont eu leur importance, ont formé des futurs cadres politiques en plus. Tout ça est intégré dans un même ensemble et pensé ensemble, ce qui ne va pas forcément de soi. Beaucoup d'études sont particulières. Et là, on est en présence d'un ouvrage qui prend cette question-là à bras-le-corps. La deuxième chose, et après il y a des points plus secondaires sur lesquels je reviendrai peut-être, c'est effectivement, évidemment, l'ouvrage s'ouvre par une citation de Jean Jaurès, l'Armée nouvelle. On pouvait difficilement s'en passer puisque c'est le seul grand ouvrage que l'on peut citer facilement lorsqu'on évoque la gauche et l'armée. Mais tout de même, il y a un peu une énigme sur laquelle j'aimerais bien que l'on revienne. Jean Jaurès, comme vous le savez peut-être, à part lui et son père, dans sa famille, quasiment tout le monde était militaire. Donc d'abord, il n'y avait pas d'hostilité congénitale, si je puis dire, du futur dirigeant socialiste à l'armée, peut-être pour cela. Et Jean Jaurès, il a beaucoup écrit de nombreux textes que l'on cite. Vous voyez, vous avez des citations ici. Mais souvent, ce sont des textes assez courts, pour toute une série de raisons. Jaurès a d'abord fait une thèse de philosophie en 2 temps, et puis finalement, il n'y a pas tant d'ouvrages que ça de Jean Jaurès. 2 principaux existent. Le premier, c'est une grande histoire de la Révolution française. Bon, à l'époque, c'était important pour un homme politique d'écrire une grande histoire de la Révolution française pour dire le socialisme s'ancrant dans la République, etc., etc. Et le deuxième grand ouvrage, c'est donc ce projet de loi de réforme de l'armée nouvelle, donc qui donne lieu à un ouvrage en 1911, et qui, finalement,
est resté très connu, alors que, je vous invite bien évidemment à le lire, je vais vous dire que c'est passionnant, parce que Jean Jaurès c'est passionnant, mais c'est relativement illisible, très honnêtement, puisque c'est un projet de loi avec des mesures très précises, qui correspondent au contexte de l'époque, et en fait Jaurès qui court tout le temps après le temps pour écrire sur la philosophie, l'histoire, il est très pris par les activités parlementaires, et donc il en profite pour disserter autour de l'armée pendant 400 pages. Ce qui fait que quand les fameuses citations sur l'internationalisme, le patriotisme que souvent on cite, voilà, en disant que l'internationalisme nous ramène à la patrie et vice-versa, en fait, ce sont des courts extraits de l'Armée nouvelle. Et ce qui est quand même intéressant par rapport aux préjugés que l'on a, la gauche n'en a rien à faire de l'armée, ou alors elle a longtemps été rétive, etc., c'est que le fondateur du Parti socialiste, finalement, un de ses plus gros ouvrages, même quantitativement, est dédié à l'armée, et c'est à partir des questions militaires qu'il a développé sa pensée philosophique. C'est quand même pas anecdotique quand on voit ce qui s'est passé ensuite au XXe siècle. Deuxième petit élément sur le paradoxe initial. Alors, Maxime a traité de la période de 68 à nos jours. Bon, il l'a dit poliment, mais enfin, évidemment, la période post-68, c'est une période où l'extrême gauche de différentes sensibilités a le vent en poupe, où même elle fait même de l'antimilitarisme une de ses bases de recrutement. S'il y a des dizaines de milliers de jeunes dans les organisations trotskistes, notamment dans ce qui est la Ligue communiste, avec notamment le grand leader Michel Field, futur journaliste télé d'il y a une vingtaine d'années, eh bien, c'est autour de cela que ça se joue. Donc ce n'est pas rien. Mais si vous prenez, même à la fin du 19e, même un peu avant Jean Jaurès, le paradoxe, c'est que Engels, vous savez, celui qui a coécrit le manifeste du Parti communiste avec Marx, et qui a beaucoup travaillé avec lui, était surnommé dans le mouvement ouvrier le général. Pas uniquement parce qu'il était autoritaire et qu'il était le chef, mais parce qu'il était absolument passionné et fasciné par les questions militaires. Et alors là, souvent on a l'image aussi de tout ce gauchisme des années 70, très hostile à l'armée, qui ne prend pas ça au sérieux, qui en fait, j'ai rien contre Michel Field particulièrement, elle a le LCR de cette époque-là, mais qui ne s'intéresse pas beaucoup au rapport de force réel dans l'armée, qui fait de l'antimilitarisme un principe. Alors même que, à l'origine, même les fondateurs du marxisme avaient un intérêt pour l'armée. Je prends juste un exemple. Engels, pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, a suivi ça pas à pas, a fait des remarques journalistiques jour après jour que l'état-major prussien considérait comme crédibles et intéressants. Donc, le paradoxe de ce XXe siècle, sur la gauche et l'armée, c'est que un certain nombre de nos grands fondateurs avaient un intérêt très prononcé, même, excusez-moi, hein, moi j'ai lu ça, rébarbatif, faut se les cogner, les notes d'Engels sur la guerre franco-prussienne, il mettait des petits points sur les cartes, il suivait ça jour après jour, était absolument passionné par ça. Jaurès, idem, il a beaucoup travaillé discrètement, il a fait écrire sous pseudonyme des militaires dans l'Humanité, parce que pour lui l'armée était un enjeu fondamental, et effectivement, j'en viens au livre directement, quand on lit cet ouvrage, on se rend compte que bien sûr, alors là aussi, c'est dit, si j'ose dire poliment, il y a la désidéologisation générale de la gauche à un moment donné, mais tout de même, en gros, pourquoi le PCF il réédite l'Armée nouvelle de Jean Jaurès, je ne sais plus, en 76 ou 77, son spécialiste militaire en question armée, et en profite pour développer sa doctrine, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres textes entre-temps qui auraient mérité, entre-temps il y a quand même les Young-Blum, il y a eu le Front Populaire, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plein de choses, mais c'est comme si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un, je ne sais pas ce que tu en penses, à se mettre autour d'une table, non pas pour réfléchir à ces questions, qui ont quand même été pensées, réfléchies en termes politiques concrètes, ça je ne nie pas du tout, et c'est très bien écrit, mais pour un camp politique, la gauche, socialiste, communiste, l'extrême gauche, qui adore parfois théoriser les grands problèmes, la question sociale, l'égalité, la nation dans une certaine mesure, finalement, sur l'armée et les questions militaires, on a relativement peu de choses à se mettre sous la dent pendant la période que tu décris. Si on compare l'écho qu'a eu le coup d'État permanent de François Mitterrand, qui est emporté sur les questions constitutionnelles, vous connaissez la critique radicale, hein, tout ce que ça a eu comme déclinaison multiple, eh bien, sur l'armée, on en est à retrouver Jaurès en le citant un peu, en le rééditant, se réinspirant de lui. Il n'y a pas vraiment de corpus doctrinal finalement défini. Donc c'est ma première interrogation là-dessus. Est-ce que vous pourriez apporter des éléments parce que finalement, c'est quand même relativement paradoxal si on prend ça sur la longue durée. Premier élément. Je peux continuer, hein, moi. Je peux répondre. Oui, j'avais évidemment. J'en ai une ou deux autres après. Bref. Le premier, en fait, moi j'ai le sentiment que celui qui a pensé pour la gauche, je vais être un peu provocateur, mais c'est le général de Gaulle. Qui a pensé à ce moment-là. Mais bien le livre de Jaurès d'ailleurs. Oui, bien sûr. Critique, mais... Et
Qui a pensé le rapport de l'armée dans la nation? Qui a pensé la subordination du civil au militaire? Qui a pensé la réorganisation de la défense nationale? C'est le général de Gaulle. Alors évidemment, l'un et l'autre ne boxent pas dans la même catégorie, puisque Jaurès, tu l'as dit, était un parlementaire, il a été assassiné et il n'a jamais pu mettre en œuvre ses idées. Le général de Gaulle est arrivé au pouvoir et a été à la fois un chef de guerre et celui qui était le constituant, donc il a pu refaire à sa main la défense nationale. Mais j'ai le sentiment que dès les années 70, en fait, sans le dire, sauf quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement qui déjà en fait drape François Mitterrand en 74 comme le nouveau De Gaulle. Hein. Il y a des articles là-dessus dans l'entre-deux-tours en expliquant que Giscard est inféodé aux Américains et à la grande bourgeoisie, tandis que François Mitterrand vient de la France profonde et que voilà le legs gaulliste sera assuré par lui. Donc Chevènement le dit très clairement, mais les autres vont prendre évidemment des précautions rhétoriques. François Mitterrand ne va pas se revendiquer nettement de cet héritage, mais pour autant, il l'assume une fois au pouvoir, notamment à travers cette fonction de dissuadeur ultime. Très bien. Alors, merci. C'est interactif, c'est ce qu'on recherchait. Oui, non, mais bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de mettre en sur, place. Pas de problème. Sur l'application, je crois. Vas-y, Jean Dumas. Non, vas-y, puisque c'est interactif, allons-y. Non, mais soyons encore plus interactifs, donc vas-y. Non, la deuxième, la deuxième grande remarque, c'est puisque tu fais des incursions ponctuelles, c'est pas du tout une critique, mais c'est plutôt pour prolonger la question sur les pays évidemment frontaliers. Ouais. Quand on parle de l'armée et des questions militaires, évidemment, ça a un intérêt particulier. Bon, moi, je le disais juste avant, évidemment, avec le voisin allemand, l'histoire est compliquée pour des raisons évidentes. Et d'une certaine manière, je vous parlais d'Engels avant, et il y avait toute une pensée militaire de la social-démocratie allemande, etc. Si elle s'est radicalement transformée, s'il n'y a pas eu le même intérêt après 1945, on voit directement pourquoi, parce qu'il y a le traumatisme du nazisme avec tout ce que ça a impliqué, etc. Ce qui est moins évident, effectivement, pour la France. Mais est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur ces questions dans les socialistes européens, mais même par le prisme français, puisque dans les années 1970, en plus il y a notre collègue Judith Bonin qui vient de publier un livre sur l'international socialiste, les questions de défense, d'armée, je dis peut-être une bêtise, mais c'est l'impression que j'ai en vous lisant les uns et les autres, on a l'impression que l'avantage de l'international socialiste dans les années 70, il y a des inconvénients et des avantages, mais il y a toute une série de discussions, c'est que vu que c'est quand même une structure internationale, même si on n'est plus à l'époque où l'international va donner des consignes aux sections nationales qui vont ensuite... tout ça est relativement souple, bien sûr, mais tout de même, ces questions-là reviennent quand même régulièrement. Et quelles seraient, en Europe, pendant la période dans laquelle tu as discuté, peut-être d'abord les années 70, puis les années 80, les socialistes avec lesquels... les socialistes français sont les plus en phase. Je ne dis pas être en phase sur toutes les questions, puisqu'avec l'Allemagne, évidemment, sur la dissuasion nucléaire, il y a une divergence structurelle, mais sur la façon même de raisonner, le rapport au pouvoir. Les sociaux-démocrates allemands sont été au pouvoir avant, bien sûr, mais est-ce que tout ça est vrai? Pour toi, ça fait sens, ou bien, peut-être c'est le cas, chaque section nationale, finalement, se débrouille un petit peu avec sa situation, et ce n'est pas vraiment mis en musique. Voilà. Est-ce que des éléments à rapprocher, parce que j'ai pas l'impression que ce soit les choses les plus connues, les plus étudiées, alors que c'est quand même fondamental. Et ça traverse un peu les certain nombre de livres que j'ai lus. Je prends juste un exemple, collègue, son prénom Frédéric Bozo, qui vient de sortir quelque chose sur le tournant de 83, le fameux tournant entre guillemets libéral. Alors lui, il relativise en disant que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il prend l'axe de la politique européenne. C'est très intéressant, parce qu'il dit, moi je vais vous expliquer Mitterrand en France, pas uniquement avec Mitterrand et la France, mais en miroir, à partir de plein d'archives, de journaux, la situation allemande. Et il rappelle, avec un peu d'ironie au début, je vous rappelle 83, c'est Helmut Kohl, etc. C'est pas les sociodémocrates, donc on ne fait pas ce que l'on veut non plus. Et est-ce que ces éléments-là, interfèrent avec tes recherches? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait prolonger? Parce que c'est quand même pas une petite question non plus. Maxime, je te laisse répondre. Je sais juste aussi, Hélène peut-être aura des remarques tout à l'heure, puisque tu étais la semaine dernière, il me semble, à Berlin, donc en tournée internationale. Et puis, Maxime, juste peut-être, avant de répondre aussi, expliquer ce qu'est l'international socialiste, que je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle ait conscience de ce que c'est. Alors, je vais être prudent dans l'expression, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui a surtout été travaillé par ma collègue Judith Bonin, et moi, je suis plus sur une logique nationale. Mais il est certain que c'est un sujet qui est traité à une période dans les années 70 où il y a une densité des relations et des circulations
au sein de cette organisation internationale qui réunit les principaux partis qui se revendiquent sociodémocrates ou socialistes. Mais moi, ce que j'avais constaté en consultant les archives de la commission internationale du Parti socialiste, mais encore une fois, je suis assez prudent parce que j'en suis pas un spécialiste, c'est que je trouvais les socialistes français assez isolés pour le coup, parce qu'il y a un rapport au pouvoir qui est différent, parce qu'on est dans des régimes parlementaires ailleurs et pas forcément, et ce n'est pas le cas en France d'une certaine façon, parce que la dissuasion en fait nécessairement à partir de 77-78 quand le Parti socialiste se rallie à celle-ci pose un vrai problème en fait à d'autres pays, notamment l'Allemagne qui est profondément pacifiste et anti-nucléaire. Donc c'est plutôt l'isolement moi qui me vient à l'idée. Même si, évidemment, il y a toujours un grand talent pour tout ce type de congrès, au national comme à l'international, pour développer des mots d'ordre. Donc on va parler et on va travailler sur le désarmement, sur la paix. Voilà, c'est les mots-clés qui sont sans cesse avancés. Il y a vraiment beaucoup de rencontres et de débats sur le désarmement. Ça continue d'ailleurs un peu dans les années 80, terme qui, pour le coup, a singulièrement disparu aujourd'hui, j'ai l'impression. J'ajouterai à cela des circulations transnationales, cette fois-ci, qui sont peut-être moins connues et que j'ai plus travaillé dans mon livre, à l'échelle des extrêmes gauches. Le grand sujet de ces extrêmes gauches, c'est donc le service militaire. Et donc, on voit des militants révolutionnaires aller de Lisbonne, en passant par Stuttgart, Paris, en allant faire un tour chez les Italiens. Et voilà, on s'inspire, on discute, on fait venir donc des révolutionnaires portugais. Avec là aussi des lignes de clivage intéressantes. Il y a des associations qui sont organisées à l'échelle européenne de défense des droits des appelés. Donc vraiment, on est à une autre époque. Et donc, vous voyez bien qu'entre les Scandinaves sociodémocrates qui veulent plus de liberté dans l'institution, mais qui ne remettent pas fondamentalement en question l'armée, et les Italiens qui veulent détruire l'armée bourgeoise et du capitalisme, les rencontres ne sont pas toujours évidentes, mais elles ont quand même lieu. Jean Dumas, est-ce que tu souhaites une dernière réaction? Oui, une toute petite chose, parce que c'était quand même une des grandes préoccupations de Jaurès, et c'est ce qui revient périodiquement au XXe siècle. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, j'avais lu ça il y a longtemps, mais un des arguments des comités de soldats et de toute l'extrême gauche contre la gauche républicaine qui considère que l'armée est un enjeu, c'est l'encadrement et l'impact social que ça représente l'armée, comme brassage, vous voyez, tout ce paradigme républicain classique qui consiste à défendre l'armée vue de gauche parce que c'est vu comme quelque chose de positif socialement, pourrait-on dire. Alors que justement, les arguments entre guillemets gauchistes et du Parti communiste à certaines époques, c'est de dire que l'armée est uniquement un instrument d'embrigadement pour reproduire le système capitaliste, étatique, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus sur l'encadrement social de l'armée l'encadrement social de l'armée qui est assez jaurésien en fait, et comment ça traverse ces débats dans les années 70-80, est-ce qu'on y fait référence, est-ce que ça fait encore sens, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui participe de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une vague de désidéologisation générale, et finalement, tout ça ne nous préoccupe plus, la normalisation entraînerait, mais je ne pense pas que tu l'aies dit comme ça dans le livre, mais est-ce que la normalisation entraîne finalement donc, une forme de perte d'intérêt, mais aussi finalement qu'on perde de vue ce que l'armée pouvait avoir de positif, vu de gauche, à condition que cette armée soit réformée et aille dans un sens, comment dirais-je, plus en phase avec les objectifs socialistes. Parce que, juste, et après je me tais, mais Jaurès, s'il fait cette armée nouvelle, c'est aussi parce qu'il y a une gauche antimilitariste en son temps, très radicale, très hostile. Vous avez un nombre de comptes rendus invraisemblables contre Jaurès à ce moment-là. Le fait même que Jaurès traite de l'armée pour en dire quelque chose en réformant, pour la réformer, est considéré déjà comme suspect. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui me paraît aussi significatif. Donc, que reste-t-il de cela, même, je dirais, jusqu'à nos jours? Parce que c'est vrai que ce n'est pas ce dont on parle le plus à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Je précise que quelqu'un est tombé de sa chaise, mais je ne crois pas que ce soit une bêtise qui a été dite. Donc, c'était pas de... Oui, j'ai continué à parler. Vivant. Donc, Maxime. Oui, non, ça fait totalement sens dans les années 70. C'est un grand sujet et une ligne de clivage aussi, mais c'est un sujet très délicat parce que pour le coup, les politiques le voient bien, c'est un sujet électoral. Et donc, nécessairement, cette jeunesse qui va bientôt avoir le droit de vote à 18 ans, elle est aussi à convaincre et à attirer. Le sujet du brassage est un argument qui est employé à l'époque pour justement pointer toutes les faillites ou toutes les faiblesses
du système de recrutement et d'incorporation de l'époque. Il faut rappeler, au-delà du mythe de l'armée qui réunit toutes les classes sociales sous l'uniforme, ce qui a parfois pu être le cas, mais à des périodes, à mon avis, beaucoup plus anciennes, combien, à partir des années 60, quand le système commence à se gripper du fait de l'arrivée massive des baby-boomers et donc de l'incapacité, tout simplement, d'un point de vue démographique, à gérer l'offre et la demande dans les casernes, comment on gère le surplus d'appelés par ça c'est très bien documenté dans les archives d'état-major, comment tout simplement on met en place des systèmes de réforme, de sursis, d'exemption massive, et donc tout d'un coup il y a beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes médicaux étrangement et qui ne sont pas incorporés. Il y a aussi, moi j'adore ce terme, ce qu'on appelle les affectations préférentielles, ce qui s'appelle le piston tout simplement, et donc vous aviez beau parfois ne pas être exempté et réformé, quand vous faisiez votre service militaire, c'était pas la même chose d'être envoyé dans les forces françaises en Allemagne ou à l'état-major de l'armée de l'air à Ballard. Et donc ça aussi, ça participait, je crois, à saper un peu la légitimité du service militaire à cette époque-là. Et le débat s'émousse un peu parce qu'encore une fois, à partir des années 80, à partir du moment où c'est plus un sujet vraiment qui est porté par les socialistes, finalement le service national reste quand même en vigueur jusqu'en 97 et les derniers appelés jusqu'en 2001. Pour autant, j'ai le sentiment que ça revient largement aujourd'hui, en partie dans le débat public, parce que d'abord, il y a eu le sentiment dans l'armée, une partie de la société, qu'il y avait un vide qui s'était créé, mais plutôt pas du tout par rapport à des préoccupations militaires, mais par rapport à des préoccupations civiques et citoyennes, en se disant c'est l'encadrement de la jeunesse. Certains estiment que la disparition du service national a fait du mal à la jeunesse. Bon, moi j'explique dans les travaux que je mène que c'est pas exactement comme ça que je vois les choses, mais bon, c'est un autre sujet. Et depuis maintenant 2022, on voit bien aussi que c'est un sujet européen, certes pas discuté, je pense, mais peut-être que vous nous en direz plus. Je n'ai pas l'impression que c'est discuté entre Européens, mais par contre dans chaque pays aujourd'hui, il y a aucun pays qui échappe à ce débat. Je suis en train de travailler là-dessus. Même la Moldavie ou le plus petit pays européen réfléchit à ce sujet. Donc je pense que c'était un vrai sujet dans les années 70 et ça sera certainement un sujet dans les mois à venir. Je me tais après, ce qui est intéressant, c'est que ça disparaît, ça revient. C'est pas une courbe linéaire, quoi. C'est pas genre le sujet s'étiole progressivement. Hein. Il peut tout à fait même être mis entre parenthèses et il revient sur des circonstances particulières. Donc, tu parlais d'affectation préférentielle en comparant que c'est pas pareil d'être en service en Allemagne ou à Ballard. Après, c'est vrai que quand la ligne 8 ne marche pas, je demande à voir en termes de distance, ça peut être aussi ça peut être très loin Ballard. Un dernier quart d'heure et ensuite on passera donc aux questions de la salle. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous affûter et nous lancer vos questions. Mais donc Hélène, toi qui es parlementaire, donc sénatrice des Français de l'étranger et qui siège au sein de la commission permanente de la défense et des affaires étrangères au Sénat. Quelle a été ta réaction à la lecture des travaux de Maxime et du propos qu'il vient d'avoir ? D'abord, il est toujours bon de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Hein. Je crois que c'est un... Pardon. On me fait des signes. Ah, d'accord. Oui, puis une voix féminine est un peu plus légère que les vôtres, messieurs. Voilà. Oui, et donc, je pense qu'il était tout à fait judicieux pour ce soir d'avoir des historiens et de façon très, je crois, très précise. Vous avez là le fruit de travaux de recherche académique avec toute la rigueur qu'une thèse de doctorat demande à ses auteurs et qui, pour moi, en fait, forme une base de données très importante avec des retours en arrière qui nous permettent à nous de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui, à ne pas avoir honte de notre héritage et de nous dire que, en fait, les questions de défense et des armées sont l'affaire de tous et de toutes. Et je suis très heureuse de voir qu'il y a beaucoup de femmes ce soir. Bon, je suis la seule ici, il en fallait une, mais nous aurions pu avoir Anna Pic, qui est chef de file pour le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et donc, vous voyez que les femmes s'occupent aussi, s'intéressent et travaillent sur les questions de défense. Et donc, Anna est quelqu'un qui, pour nous à l'Assemblée nationale, en tout cas pour le groupe socialiste au Sénat, est notre interlocutrice, non pas favorite, j'allais dire favorite, ça vient spontanément à l'esprit, mais en tout cas avec laquelle nous travaillons beaucoup. Donc, pour moi qui suis une linguiste de formation, qui suis rentrée en France il y a maintenant 14 ans, et qui ai passé ma vie finalement dans un pays neutre, la République d'Irlande,
pays qui a été colonisé pendant 700 ans, dont le voisin colonisateur a cru bon de conserver un bout de territoire qui a débouché sur une guerre civile, m'a, en tant que citoyenne, et je dirais citoyenne européenne et française bien évidemment, sensibilisée d'abord aux questions de sécurité sur le territoire, puisqu'il y avait là des attaques terroristes, en tout cas nommées terroristes. Donc le bruit d'une bombe qui éclate dans une rue, je le connais. Le fait d'avoir eu un jour une mitraillette collée contre mon estomac, tenue par les mains tremblantes d'un jeune militaire anglais qui avait à peu près le même âge que moi, ce sont des souvenirs qui forgent finalement une sensibilité assez particulière aux questions de sécurité et de défense, qui fait que cette citoyenne française qui vivait à l'étranger a décidé de se lancer dans une formation tout à fait particulière, qui est celle qui est dispensée par l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN, que j'ai faite en 2009 en venant d'Irlande chaque semaine pour suivre cette formation. Je vous dis cela, c'est pas parce que ça a un intérêt particulier, mais vous dire que, je crois représenter, parce que je suis une femme de gauche, j'appartiens au Parti socialiste, j'ai été élue sous cette étiquette-là, à la fois localement, mais aussi au Sénat, de dire que nous avons, nous à gauche, une certaine réticence, peut-être à avouer que les questions de défense nous intéressent, un manque de légitimité qui nous est envoyé non pas par ceux qui nous entourent, peut-être nos petits camarades pour certains, mais surtout pour moi qui côtoie comme Anna régulièrement les forces armées, une sorte de légitimité qui ne nous revient pas parce que nous sommes de gauche, alors que la démonstration qu'a faite Maxime et Jean d'une certaine façon aussi, c'est de démontrer que nous n'avons pas à rougir de notre héritage quand nous arrivons au pouvoir, ce qui est malheureusement pas suffisamment souvent. Nous l'exerçons avec talent et nous pouvons faire la liste de tout ce que François Mitterrand et un ministre extraordinaire des armées et les militaires, j'arrive à leur extraire cela quand même, reconnaissent que parmi tous les ministres qu'ils ont eus, Charles Hernu et Jean-Yves Le Drian sont quand même sortis du lot par rapport à d'autres. Je vous dirai pas le nom des ministres de droite qu'ils mettraient à l'autre bout du spectre, mais enfin, je crois que vous y pensez spontanément. Et donc, je vais pas les nommer aussi parce que c'est filmé. Nous avons là, en effet, des personnalités qui sont arrivées au pouvoir, qui s'y sont préparées. Moi, je me souviens très bien avoir participé au groupe de travail organisé par Jean-Yves Le Drian, parce que j'étais un peu trop jeune pour Charles Hernu, mais un ministre qui est arrivé dans le gouvernement, le premier gouvernement, il a fait tous les gouvernements de François Hollande, et qui a assumé pleinement ce qu'on attend d'un ministre de la Défense dans tous les domaines. Nous avons eu, bien évidemment, aussi Lionel Jospin, qui n'a pas été mentionné, mais qui, je pense qui dans le domaine, en tout cas, de la BITD, a fait énormément de choses. On ne va pas nommer le nombre de fusions et de protection aussi de grandes entreprises françaises qui, aujourd'hui, sont des champions, pas simplement au niveau national, mais également européen et international. Et donc, tout cela, c'est un héritage que nous avons, que nous n'assumons pas forcément suffisamment. En tout cas, je crois que nous avons, là je parle pour les socialistes, mais je ne pense pas qu'Anna me contredira, un manque de courage peut-être, de dire qu'en effet les questions géopolitiques et de défense sont très bien traitées quand les socialistes sont au pouvoir, bien évidemment avec leurs partenaires de gauche. Moi, j'aurais, j'ai eu des réactions. J'ai annoté, j'ai utilisé un certain nombre de points. J'aurais une question peut-être en commençant par la dernière phrase, Maxime. Du livre, pour dire que j'ai simplement lu la première et la dernière. Première page et dernière, ça fait pas très pour dire, voilà. Non, mais je pense que, parce qu'elle nous amène au débat actuel, et qui est un débat que j'aimerais ouvrir aussi avec la salle, et c'est peut-être des questions que vous vous posez. La dernière phrase, il est dit « Les armées sont une priorité affichée par les gouvernements qui se succèdent, mais le délitement des partis, en particulier à gauche, ne permet pas d'offrir une réponse politique crédible. »
aux profondes questions qui se posent sur la pérennité du modèle de défense français. Alors, le modèle de défense français, c'est un peu vague, c'est un petit peu large. Moi, j'ai noté un certain nombre de points. Le premier, c'est peut-être que nous pourrions avoir, et là, c'est vraiment à la gauche de s'en saisir et de se saisir de ce concept de Charles Hernu, à savoir défendre la paix. Et comment nous pouvons au mieux la défendre? Eh bien, c'est en dissuadant un ennemi, bien évidemment, de nous attaquer. Donc, en faisant ce que nous faisons aujourd'hui et que nous devons, nous, politiques, expliquer au mieux à une population française qui va faire des gros sacrifices, de gros efforts financiers, parce que quand on est élu localement et que on doit gérer les fermetures de lits d'hôpitaux, les fermetures de classes dans les écoles, la disparition du bureau de poste localement et ainsi de suite, et de dire que par ailleurs, eh bien, nous allons augmenter le budget de la défense de 6,7 milliards cette année. Eh bien, il faut avoir des arguments suffisamment forts pour que cela puisse être entendu, que cela puisse être soutenu, parce que nous pouvons acheter tous les équipements du monde, et je crois que le peuple ukrainien le démontre aujourd'hui, sans la résilience dont il fait la démonstration au quotidien avec, là aussi, je reviens aux femmes. Pour la première fois, il y a près de 6000 femmes qui sont engagées sur le front. C'est du jamais vu, en tout cas, dans une guerre moderne. Eh bien, nous avons besoin de ce soutien de la population. Nous avons besoin de sa préparation. Nous avons besoin de cette résilience. Et cela se fait par l'information. Alors, c'est ce que nous faisons ce soir, quelque part. Et le fait que vous êtes aussi nombreux et la démonstration, parce que je crois que vous êtes la moitié de ceux qui étaient inscrits, mais c'est normal, c'est lundi soir, il fait froid, enfin bon, et donc vous êtes venus, merci. Mais vous faites la démonstration ce soir en étant là, et la Fondation Jean Jaurès également en organisant cette conférence, eh bien qu'en effet, il y a un intérêt dans la population. Et il suffit de regarder les sondages, ce que j'ai regardé tout à l'heure, un dernier sondage qui est sorti. Quel est le sujet qui aujourd'hui arrive en tête de la préoccupation des Français? C'est la sécurité. Et c'est pas simplement la sécurité au quotidien, à savoir de pouvoir sortir dans la rue et de penser que vous n'allez pas vous faire agresser. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'attentats. Enfin, la semaine dernière, nous avons quand même eu la commémoration des attentats qui ont eu lieu il y a 10 ans. C'est de savoir que ce que vous recevez sur vos téléphones portables d'informations sont des informations qui soient correctes et que vous ne soyez pas victime de désinformation. C'est le fait de pouvoir vous géolocaliser sans avoir quelqu'un qui vous surveille. Et donc, c'est tout cela. C'est tout cela. Et donc, ce que Maxime a fait avec ce livre, moi, alors il va répondre bien sûr à la question que j'ai posée par rapport à la dernière phrase, mais également, c'est de nous dire que, eh bien, nous sommes, nous, en capacité de revendiquer, nous, le peuple de gauche, tout ce que nous avons fait, tout ce qui est important pour nous, et le Parti socialiste. Et nous avons, avec Dylan Boutifla et Thibaut Delamarre, qui est quelque part, je crois, dans la salle, nous avons organisé une série de conférences. Et qui était le premier à intervenir avec Alain Bergougnou, que grand nombre d'entre vous connaissent aussi? Eh bien, nous avons commencé le premier séminaire, bien évidemment, avec l'histoire de la relation du Parti socialiste avec les armées. Et Maxime est intervenu, donc c'est sa deuxième intervention. J'ai lu son livre, il fait partie de ma vie vraiment aujourd'hui de façon continue. Alors ça, c'était la première question, mais ça je reprendrai pas la parole. Je vais tout dire si ça te va. Les points importants pour moi qui font que la gauche non seulement doit présenter sa relation avec les armées, avec la défense, comme justement la défense de la paix, c'est d'engager avec la population et pas simplement le Parlement, même si on a beaucoup de mal à imposer les questions de défense et de géopolitique à la fois dans nos groupes politiques respectifs, dans nos assemblées, mais également au sein du parti, de nous intéresser à des sujets qui sont absolument cruciaux. Les intérêts vitaux de la France sont lesquels aujourd'hui ? Où s'arrête-t-il? Est-ce qu'il s'arrête aux frontières françaises? Deuxième point, le modèle d'armée, mais ça, la question est déjà là. Le troisième point, pour moi, c'est le sujet de la dissuasion. Et pas simplement la dissuasion nucléaire, mais la dissuasion globale. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, pour défendre la paix, on interdit
à un ennemi potentiel d'avoir envie de nous attaquer. Et qu'est-ce que cela requiert, demande? La conscription. Alors j'étais en effet à Berlin pour une rencontre avec le SPD, et puis aussi, il ne vous a pas échappé qu'on a des petits soucis avec le futur système de combat aérien entre la France et l'Allemagne, donc pouvoir discuter un petit peu avec eux. Et j'ai rencontré un certain nombre de mes collègues parlementaires qui rentraient et sortaient de la conférence parce qu'ils allaient voter. Il y avait un vote très important sur la conscription et la réintroduction de la conscription en Allemagne. Eh bien, ça a été voté. Voilà. Donc, c'est un sujet qui, pour moi, ne doit pas simplement être du ressort de quelques parlementaires qui vont voter pour ou contre, mais ça doit être un sujet national. Quelle sorte de conscription, s'il doit y en avoir une? Est-ce qu'on doit se reposer sur les réserves aujourd'hui civiles et militaires? Vous avez vu une tentative avec le SNU qui n'a pas marché. Le concept était bon, mais la mise en place, bien évidemment, ne l'était absolument pas. La preuve, c'est que ça va s'arrêter. Et donc, quel est ce lien que nous devons avoir aussi dans la préparation de la population? Pas simplement que l'information passe par les médias ou les réseaux sociaux ou les téléphones portables, mais que notre jeunesse se saisisse de ces questions par le biais de l'éducation et peut-être de repenser comment on peut, en effet, dans un système éducatif complet, pouvoir avoir ce genre de débat. Et puis ensuite, bien sûr, la dimension collective. Est-ce qu'aujourd'hui, et je terminerai là, est-ce que nous pouvons avoir une réflexion franco-française ou est-ce que celle-ci doit forcément s'inscrire dans une dimension européenne, et européenne pas simplement au niveau de l'Union européenne, mais au niveau du continent européen, incluant bien évidemment le Royaume-Uni, qui est un partenaire stratégique important, mais des pays comme la Norvège et d'autres qui appartiennent à l'OTAN ou pas, qui sont dans l'Union ou pas, mais qui globalement forment un bloc qui aujourd'hui, à mes yeux, est le seul bloc qui peut encore avoir une influence sur les valeurs, sur la défense des valeurs démocratiques, sur le droit international, parce qu'on peut laisser notre allié américain de côté, je crois, pour l'instant, et de se dire qu'aujourd'hui, ce qui est attaqué, c'est pas simplement nos frontières, c'est pas simplement notre territoire européen, mais c'est aussi ce que nous représentons. Et là, on revient aux questions de défense et de sécurité intérieure, pas simplement sous forme d'attentats, mais sous forme d'ingérence étrangère permanente au quotidien qui nous touchent sans qu'on le sache forcément, mais qui peuvent toucher nos esprits de façon assez importante et pour lesquels nous avons besoin d'une protection également. Merci Hélène. Maxime, je te laisse répondre en quelques minutes pour qu'on puisse ensuite aussi passer la parole à la salle. Alors, ce que j'ai essayé de faire avec ce livre comme historien, c'est de donner d'abord une interprétation d'un mouvement donc sur plus de 50 ans, d'essayer de donner des clés d'analyse, et après je crois aussi à l'intelligence collective pour que chacun en tire les conclusions qu'il souhaite, et j'ai même bon espoir qu'on n'en tire pas forcément toutes et tous les mêmes conclusions. Et il m'est arrivé de présenter ce livre il y a quelques jours devant un aéropage d'officiers, et on n'avait pas forcément les mêmes conclusions, et j'ai envie de dire tant mieux. Moi, ce qui m'importe, c'est de créer les conditions d'un débat public. Alors à mon livre, il n'y suffira pas, je le crains, mais tout de même. Il y a plusieurs sujets, mais là encore, on revient à qu'est-ce que la gauche et comment on s'accorde sur ces sujets. On parlait de la paix et le désarmement, par exemple. Je vois bien qu'aujourd'hui, on ne va pas nécessairement définir la paix de la même façon. En tout cas, comment on obtient cette paix en Ukraine entre les différents partis de gauche qui sont représentés au sein des groupes parlementaires. S'agissant de la dissuasion, elle aussi, effectivement, il y a cette dissuasion nucléaire. Il y a aussi ce qu'on appelait avant la dissuasion populaire. Comment articuler les deux? Certains ont tenté de le faire. Celui qui a été le plus loin du point de vue doctrinal, c'est un proche du général de Gaulle, c'était Michel Debré, qui était un constituant aussi d'une certaine façon et qui l'avait intégré dans le premier livre blanc sur la défense nationale de 72. Depuis, on ne l'a plus vraiment pensé parce que ce mot populaire, en fait, est sans doute trop, je ne sais pas, peut-être trop connoté. Est-ce qu'on peut reprendre les recettes de Jaurès? Moi, j'ai tendance, si je reprends les travaux de Louis Gauthier, à dire plutôt non, parce que à force d'être devenu un totem, on en a un peu épuisé peut-être les charmes, et surtout,
plus de 100 ans d'évolution technologique et de conflictualité ne permettent plus, je pense, de reprendre tout de même les préceptes fondamentaux de Jaurès. Est-ce qu'on peut reprendre les recettes des années 70, pas cette fois-ci sur le fond, mais sur la forme, c'est-à-dire fédérer les énergies, se mettre au travail, créer les conditions d'un débat public? Oui, en partie, mais je crains malheureusement que le champ partisan tel qu'il est structuré aujourd'hui, c'est-à-dire le collapsus historique du Parti socialiste depuis 2017, et plus généralement une gauche qui est assez faible finalement, ne donne pas toutes les conditions favorables à cela. Aujourd'hui, qui pense et qui réfléchit à ces questions? Il y a évidemment les groupes parlementaires, où là, pour le coup, il y a des débats, et parfois d'ailleurs assez idéologiques, mais dans le bon sens du terme, je dirais. Il y a des cercles d'expertise, des think tanks qui sont très présents. Et puis le reste, là, c'est là que c'est plus compliqué. Comment les citoyens peuvent s'en saisir? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je suis heureux que vous soyez nombreux pour en débattre ce soir. Puis-je rajouter une phrase? Oui, vas-y. Simplement, donc dans mes rencontres à Berlin la semaine dernière, il y avait là des représentants de la Friedrich Ebert Stiftung, qui est directement lié au SPD, et je leur ai demandé, parce qu'il y avait ce débat ce soir, en disant, ben voilà, nous avons cette réflexion, nous en France, de ce lien, est-ce que vous l'avez engagé? Et la réponse a été, oh surtout pas, c'est beaucoup trop clivant chez nous. Oh, wow. Voilà, donc nous avons le courage de le faire, et je pense que c'est heureux et que c'est important. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? J'en vois déjà. Waouh. Je sais pas quand. Waouh. Je sais pas comment. Vas-y. Oui, si vous pouvez développer sur ce que vous venez de dire, que c'était clivant là-bas, mais d'un autre côté, il y a une hausse importante des budgets. Il y a une personne comme Boris Pistorius qui incarne justement cette forme de volontarisme de la gauche vis-à-vis de l'armée. Est-ce que finalement, eux, sont pas plus avancés aujourd'hui que nous sur cette question? Est-ce qu'en France, ça se développe aussi On en prend 2-3. Peut-être un monsieur et une dame devant pour essayer d'avoir parité. Alors, merci pour le débat. On est bien à la Fondation Jean Jaurès. Je tiens à dire que Jean Jaurès était lanceur d'alerte avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'il a étudié la guerre de sécession. 600 000 morts. Au prorata d'aujourd'hui, ça serait 5 millions d'Américains. Et il a vu que les derniers canons, derniers cris auraient fait une boucherie. Et ça a été le cas si la guerre était enclenchée 14-18. Et Marcel Samba a écrit un ouvrage, lui aussi, qui était avocat, socialiste, Faites un roi si l'on fait la paix. Il avait dit que dès le premier jour de la mobilisation, c'est terminé. L'union sacrée va emporter tout. Et il a eu raison de ce côté-là. Aujourd'hui, l'histoire bégaye. Est-ce qu'on est face à la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que les 18 millions de morts de la première, les 60 millions n'ont pas suffi pour dire à la gauche, réveillez-vous, Jaurès, réveille-toi, ils sont devenus fous. Alors ma question, c'est la suivante. Dans le Parti socialiste, on a quand même, pas rien, un ministre de la Défense, Paul Quilles, qui a fondé l'initiative pour le désarmement nucléaire avec le général Norlin, qui était l'ancien chef des forces stratégiques. Pourquoi? Et il n'est pas le seul. Il a réuni autour de lui des scientifiques, des anciens militaires, pour dire qu'on est face à un cataclysme si on continue à avancer en somnambule, comme on l'a fait sur les précédentes guerres. Donc si la gauche doit intervenir, c'est pas de mobiliser la patrie en danger, comme on essaye de faire croire. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un conflit à nos portes, mais il peut être résolu politiquement. Pourquoi vouloir réarmer à 800 milliards en Europe, plus 40% en France, vous l'avez dit vous-même, au détriment du social? Les écologistes et la gauche sont fondamentalement pour du social. Donc soyons cohérents. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le titre, c'est pas la gauche et l'armée de l'antimilitarisme au consensus sur la guerre? Parce qu'il faut appeler les choses comme un chat par un chat. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot défense? Est-ce qu'on ne prépare pas les esprits à une troisième guerre mondiale où là, ça sera la der des der parce qu'elle sera thermonucléaire? Voilà ma question et la suivante. Et juste le micro à Madame la députée devant, à la pique, députée de la Manche. On en prend 3, c'est ça? On en prend 3. Donc ça sera. Après, on reprendra peut-être. Ça va être très rapide. Merci. Oui, évidemment, c'est extrêmement intéressant ce panorama, effectivement, de la gauche et l'armée en France. Et
Vous le disiez, en tout cas, vous semblez insister sur le fait que le dialogue avait été nécessaire entre les différentes gauches pour justement arriver dans la proximité de la victoire de 81 à résoudre ça pour être crédible, pour devenir une force de gouvernement à la fin du XXe siècle. Moi, je suis une députée NUPES, puis une députée NFP. Et donc, et avec, on l'a dit, malgré tout, parce que c'est sur cette étiquette-là que j'ai été élue, pas sur l'étiquette socialiste, même si j'ai revendiqué être socialiste, et que je continuerai à le faire. Mais ce dialogue-là, à la fois, on l'a évité lors de ces 2 scrutins législatifs. On l'a évité tout en soulignant que nous n'étions pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On a eu, j'ai moi travaillé avec Cyrielle Châtelain, Aurélien Saint-Toul, Bastien Lachaud, tout particulièrement. Qui sont des députés écologistes. Qui sont, alors Cyrielle Châtelain, écologiste, Bastien Lachaud et Aurélien Saint-Toul sont des députés insoumis qui sont les chefs de file à la commission défense. On a assez peu discuté avec les communistes puisqu'ils ne sont pas assez nombreux pour être très présents dans cette commission. Mais nous avons beaucoup discuté sur les budgets 2023, 2024, y compris 2025, et puis la loi de programmation militaire, avec la volonté de trouver des points de convergence qui étaient à mettre en exergue, puisque nous étions dans une volonté d'affirmer qu'il n'y avait pas de gauche irréconciliable, et je crois que on doit continuer ce travail-là. Est-ce que vous pensez finalement que le rétablissement de cette espèce de fracturation de la gauche de ces derniers mois nous amène finalement à quelque chose qui tue la discussion autour de la doctrine, alors même que c'est devenu un enjeu central puisque nous parlons de la sécurité collective du continent européen? Nous en avons tout à l'heure, Hélène en a parlé tout à l'heure, on nous parle qu'on a énormément de choses à définir parce qu'on nous parle d'un pilier européen de l'OTAN, mais tout ça ne veut rien dire, sans penser vraiment une architecture de sécurité collective, qu'il y a de nouveaux domaines de la défense qui sont bien au-delà et qu'il y a évidemment dans la question de la sécurité collective, la question de la souveraineté énergétique notamment, qui sont donc des enjeux qui sont pas éloignés du social et que sans penser la défense, finalement, on ne parviendra pas à atteindre finalement la question sociale et de justice non plus. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va donc faire une première série de réponses à ces 3 questions. On en reprendra 3 autres après. Et ensuite, je pense que le temps sera compté. Enfin, je vais terminer. Je trouve qu'on avait une question sur l'Allemagne, une question sur un peu est-ce qu'on se prépare à la Troisième Guerre mondiale, et une question donc de Anna sur le dialogue à gauche sur les questions de défense. Hélène, tu souhaitais répondre aux 2 premières questions déjà. Oui, très rapidement. Je vous ai rapporté ce que j'ai entendu parce que le clivage se fait au sein du parti SPD entre certains qui sont encore antimilitaristes, pacifistes, anti-nucléaires, et d'autres au sein du SPD qui sont pro-nucléaires, qui pensent qu'en effet, il faut investir dans la défense. Et donc, le clivage est vraiment un clivage politique au sein même du SPD. Et c'est pour ça qu'il serait très difficile de rassembler des oppositions ou de faire la démonstration finalement d'un parti qui est écartelé entre 2 positions. Voilà, donc ça c'est en réponse à la première question, avec aujourd'hui une volonté Allemagne, je ne dirais pas qu'ils sont en avance, ils ont fait le choix d'investir massivement parce que eux en ont les moyens et tant mieux pour eux, dans une industrie qui doit remplacer, il faut le dire aussi, l'industrie automobile à terme, et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, il y a ce transfert de compétences qui va vers la production d'armement. Bien. Sur le deuxième sujet, alors moi, je n'ai pas retenu l'histoire de la Troisième Guerre mondiale, mais plutôt la question du nucléaire. Et je pense qu'il est absolument central. La doctrine française est basée sur une dissuasion nucléaire d'une seule frappe et qui est un nucléaire stratégique et non pas un nucléaire tactique. La différence entre les deux, c'est que le stratégique,
on vous dit, si vous nous tapez, on va taper tellement fort en retour que vous allez le regretter et vous arrêter tout de suite. C'est un petit peu, pardon, schématique, mais je pense que c'est compréhensible. Le tactique, c'est pas ça, de dire, vous nous avez tapé, on va vous envoyer une toute petite bombe, et puis si vous tapez encore, on continue, et là, vous avez une escalade qui est à l'opposé de la doctrine française qui a toujours été défendue jusqu'à présent, et qui fait que quand on parle de défense de la paix, c'est bien de dissuader un ennemi potentiel de nous attaquer, et toute la doctrine finalement militaire repose là-dessus. Alors aujourd'hui, elle a peut-être à être revisitée, non pas sur le tactique ou le stratégique, parce que là, je pense qu'on met le doigt dans un engrenage absolument terrible, mais plutôt sur comment cela, et j'en reviens aux intérêts vitaux de notre pays, comment cela se déroule ou peut se décliner au niveau européen. Jean Numa, est-ce que tu souhaitais réagir ? Peut-être un petit mot par rapport à ce que disait Madame la députée au regard de l'histoire. C'est vrai que dans les années 70, on peut toujours se rassurer en se disant qu'il y a eu l'union de la gauche, alors que les divergences sur Est-Ouest étaient d'une certaine manière encore plus graves, puisque les communistes étaient encore très proches de l'URSS, pour les raisons que l'on sait, etc. Oui, on peut dire ça, on peut penser ça. Je pense que, objectivement, ce qui s'est quand même passé au bout du compte, c'est que le Parti socialiste a tellement pris de l'avance sur le PC au bout de 5 ans, 10 ans, etc., que les communistes sont restés en fait sur leur position, comme vous l'avez dit au début. Ils n'ont jamais changé par rapport à l'OTAN. Mais en fait, par affaiblissement structurel, du coup, ils ne pesaient plus sur le rapport de force réel. Et là, du coup, comme évidemment les choses sont très différentes, mais les divergences me semblent quand même assez fortes, notamment sur toujours cette même question de l'OTAN, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est celui qui finira par vraiment prendre de l'avance sur l'autre qui fera que les autres sont marginalisés, parce que ça ne me semble pas être une question par rapport à d'autres où les compromis sont vraiment possibles à construire, surtout si vous êtes dans une alliance pour gouverner. Clairement, le pari de Mitterrand, Maxime me corrigera peut-être, le pari de Mitterrand, c'était on va dire aux communistes, on va signer des trucs, vous inquiétez pas, et dans 10 ans, dans 15 ans, on finira par prendre de l'avance, et tout ça se réglera dans les faits. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc après, pour la projection sur l'avenir, on verra qui fera quoi. Mais ça me paraît difficile de... C'est précisément, et je me tais après, mais sur ce type de sujet que les différentes fractions politiques se disent, on va, à mon avis... faire semblant d'eux, etc. Mais à terme, quand nous, on aura le pouvoir, etc., là-dessus, on ne lâchera pas. Et c'est ce qu'effectivement a fait Mitterrand, qui était très ferme, me semble-t-il, par rapport aux communistes, même quand il y avait des ministres. Et ils ont avalé leur chapeau complètement, sur ça, par rapport à ce qu'ils disaient quelques années avant. Maxime ? Deux petits points sur le clivage allemand. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. J'ajouterai un deuxième clivage, c'est le clivage générationnel. C'est assez intéressant de regarder les enquêtes d'opinion en Allemagne, et d'ailleurs dans beaucoup de pays européens. En fait, plus vous êtes âgé, plus vous êtes favorable au service national ou militaire, plus vous êtes jeune, plus vous êtes contre. Et quand on regarde au-delà de l'opinion, si vous observez ce qui se passe au sein du SPD, lors du dernier congrès de juin 2025, donc, les JOS ont fait je ne sais pas comment on appelle ça, un amendement peut-être, une déclaration, une contribution, merci, soyons dans les bons termes, oui. Une contribution qui était tout à fait hostile à ce service militaire et qui montre là aussi un décalage avec une partie de l'appareil, parce qu'effectivement, il y a aussi des clivages ensuite au sein des leaders, entre un Olaf Scholz, par exemple, et un Boris Pistorius, c'est tout à fait frappant. Sur le dialogue nécessaire mais difficile, c'est certain qu'il ne faut pas idéaliser ce qui s'est passé dans les années 70. D'abord, je crois qu'il ne faut pas non plus idéaliser le Parti socialiste des années 70, qui était un parti, comme l'expliquait très bien Michel Rocard, un vrai bazar avec plein de courants, de tendances. Ça n'a sans doute pas changé. Maintenant, c'est super. Qui tentait de se structurer, mais avec beaucoup de peine. Et donc, dans cette relation avec le Parti communiste, c'était un débat qui était effectivement exigeant, qui était difficile, qui était surtout un rapport de force politique, avec en fait tout un travail. Mais ça, c'est vraiment l'histoire sociale des idées, je dirais, qui l'explique bien lorsqu'on analyse l'émotion de l'époque. En fait, comment on négociait des termes pour trouver effectivement des points de convergence. Mais c'était aussi, on le voit très bien ça se joue à peu de choses, mais c'est quand même pas rien à la fin,
sur le nucléaire, lorsqu'on parlait de tactique ou de stratégique, c'était des renonciations qui étaient quand même tout à fait importantes. Et donc, c'était un rapport de force qui s'est effectivement soldé à la fin sur le plan électoral en 81, avec l'effondrement relatif du Parti communiste, leur entrée à 4 ministres dans le gouvernement. Je rappelle tout de même que le vice-président des États-Unis est venu à ce moment-là pour s'assurer que tout allait bien, et avec ensuite dans l'organisation des pouvoirs dans ce gouvernement, le soin qui a été pris pour détacher les communistes de toute question relative aux questions de défense. Le seul ministre qui aurait pu toucher à cela, c'était Charles Fitterman, ministre des Transports. Vous savez qu'en cas de mobilisation, les transports sont essentiels. Alors je sais pas, on appelle ça, c'est pas les arrêts, mais dans les décrets, je crois, de nomination, il a bien été précisé qu'on enlevait les transports militaires entre les mains de Charles Fitterman. Voilà. Et c'est bien dit dans le livre, ça m'intéresse. Il est 20h34, je fais mon objectif personnel qu'on ait terminé à 20h45. Est-ce qu'on prend juste 3 dernières questions et on va essayer de prendre aussi une question, du moins une femme après. Bonjour, j'ai levé la main un peu avant tout le monde. J'ai le micro, j'en profite, mais c'est très rapide. Court, si très rapide. Et peut-être ma question est naïve, mais j'avais dans votre exposé, vous avez parlé du fait qu'on considérait que l'armée était loyale. Mais en fait, j'aurais aimé vous entendre sur est-ce qu'il y a une pensée quand même sur le risque d'une armée déloyale. Est-ce que si un Trump français arrivait, est-ce que l'armée serait loyale au principe de la République ou à son dirigeant? Est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il y a une réflexion sur l'armée et les coups d'État? Voilà. Très rapidement également, une question sur un sujet que vous évoquez peu dans votre livre, sur l'histoire du débat sur la nationalisation du complexe militaro-industriel. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, en particulier à l'aune de la triple actualité sur les commandes publiques sur Dassault qui possède quand même un journal de droite, voire d'extrême droite, et la morgue et l'arrogance dont font preuve les dirigeants de Dassault dans la presse envers la représentation nationale et nos partenaires européens. Merci. C'est quoi la question? Je sais pas très bien. Donc, la question de monsieur, pardon, est comme sur la nationalisation des entreprises de défense et puis ensuite sur le fait que, par exemple, je reviens à Dassault, etc. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais justement revenir un peu sur les exportations d'armement. Aujourd'hui, comment la gauche se saisit de cette question? Est-ce qu'il y a des leviers d'action au niveau politique, par exemple, pour Madame la sénatrice, ou même de manière idéologiquement parlant, en fonction entre les considérations stratégiques que vous avez évoquées sur la BITD pour faire grossir la BITD de la France, et dans un autre point en parallèle sur les considérations économiques de la France sur les exportations d'armement et comment donc la gauche se saisissait de ça. Merci. Merci. Donc 3 questions, la loyauté des armées, le rapport, le statut de l'industrie de défense et sa nationalisation, et puis une dernière question sur les exportations d'armement. Qui souhaite répondre à quoi? Peut-être je peux vas-y, Hélène. La dernière question, puisque j'ai travaillé pendant plus de 6 mois sur un rapport parlementaire qui va être présenté bientôt sur la base industrielle et technologique de défense européenne, ce qui nous a forcé de nous poser des questions sur la place de la France dans ce modèle-là, et surtout de travailler beaucoup avec les industriels et les militaires pour savoir comment ils conçoivent l'avenir. Et en fait, les industriels, je dis sous le contrôle d'Anna, pour eux, aujourd'hui, les exportations représentent, je crois, à peu près 60% de leur chiffre d'affaires. Alors, ça dépend, bien sûr, du groupe, mais ils sont définitivement tournés vers l'international. Et il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a une dualité dans la fabrication également d'équipements qui ne sont pas simplement militaires. Et d'ailleurs, la plupart des groupes français ont une majorité d'équipements civils pour le civil et une petite partie pour le militaire. Cela est aussi lié au fait que pendant très longtemps, tout le système financier et bancaire ne voulait pas prêter aux industries de défense, justement à cause de cette question de vente à l'international, avec la possibilité, en effet, de voir des équipements français se retrouver entre les mains de belligérants qu'on ne soutiendrait pas forcément. Après, tout cela est très, très compliqué parce que vous vendez des armes aujourd'hui à un pays ami
qui, dans 20 ans ou 30 ans, sera peut-être votre pire ennemi. Donc, dans la prise en compte de la faisabilité d'exportation, personne n'a de boule de cristal, et donc c'est un petit peu compliqué. Mais il faut savoir quand même qu'il y a un comité qui exerce un droit de regard, et je crois que les critères sont quand même très très sévères quant à ce qui peut être exporté, et ça fonctionne très bien. Nous avons également eu un rapport parlementaire. Alors c'est un rapport parlementaire qui a été présenté. Alors il devait être présenté au bout de 6 mois, puis je crois qu'il a mis beaucoup plus longtemps par Monsieur Jacques Maire. Qui était alors député, qui avait commencé avec de grandes ambitions, et puis le temps passant, je crois que les ministres de la Défense successifs lui ont demandé de revoir un petit peu à la baisse, non pas ses ambitions, mais le regard que le Parlement pourrait avoir, ce qui est le cas dans un grand nombre de pays et qui ne l'est pas chez nous. Alors après, ça c'est un débat fondamental aussi que nous pouvons avoir. Nous n'avons pas un régime parlementaire, et je crois que la Macronie a en plus présidentialisé, si ça existe le terme, le mode de fonctionnement encore plus à outrance. Et donc ça c'est une grosse frustration que nous avons à l'Assemblée nationale et également au Sénat, d'avoir un droit de regard en effet sur ces ventes d'armes. On nous dit, on nous répète que le comité fait bien son travail et que voilà, tout est en ordre. Voilà. Je me permets juste, alors il nous reste 5 minutes sur les exportations, juste pour rappeler comment ça marche. C'est que le comité dont Hélène parle, c'est donc ce qu'on appelle la CIEM, le comité interministériel d'évaluation des exportations de matériel de guerre. Et donc il y a 3 ministères, Bercy, ministère de l'économie, ministère des armées et ministère des affaires étrangères, qui donnent chacun leur avis. Et donc les industriels en France ne peuvent pas exporter sans avoir une autorisation. Et pour ce qui est du contrôle parlementaire, il y a effectivement juste un rapport annuel qui est rendu au Parlement chaque année au mois de juin, sauf qu'il est régulièrement en retard. Et donc ça donne lieu à un débat en commission, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle parlementaire, comme c'est le cas par exemple en Allemagne dont on parlait, où chaque exportation ça fait évidemment... partie à chaque fois de ce que nous demandons dans un programme de campagne électorale, à savoir que le Parlement ait un rôle beaucoup plus important. Et vous aviez posé une question aussi sur le rôle de la gauche. Eh bien, la gauche aujourd'hui promeut les investissements, notamment dans les PME et les ETI, parce qu'il faut savoir qu'une grande partie, en dehors des quelques champions que nous avons, grands groupes, nous avons un maillage régional très important de petites et moyennes entreprises qui fournissent et surtout qui innovent. Voilà, et nous avons énormément de start-up, et c'est finalement l'objectif que nous pouvons avoir à gauche, c'est justement de faire la promotion de cette innovation qui sert à la défense, mais qui sert également pour le civil. Jean Dumas, Maxime, sur les 3 questions, sachant aussi que sur l'exportation, je crois que François Mitterrand avait interdit les exportations en Afrique du Sud et au Chili, donc la gauche avait aussi pris des décisions historiquement sur ces sujets. Il y a une première question qui a été posée sur la loyauté de l'armée. Est-ce que c'est une réflexion en tant que telle aujourd'hui ? À mon sens, le problème est moins d'une déloyauté de l'armée française vis-à-vis du pouvoir et de la nation, je dirais, que de l'instrumentalisation par certains politiques de cette institution. C'est ce qu'on constate aux États-Unis, j'en parlais tout à l'heure, avec cette tentation, mais qu'on peut parfois aussi trouver en France. Donc c'est un équilibre et peut-être même une barricade qu'il faut tenir, de brouiller les pistes entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'ennemi intérieur ou l'ennemi de l'intérieur, comme parfois on peut le trouver dans certains propos, ou comme c'est supposé, et l'ennemi de l'extérieur. La vocation des militaires, de l'institution militaire, c'est de préparer la guerre en espérant qu'elle n'advienne pas, et donc de dissuader l'adversaire. C'est ça cette première mission. Or, il y a toujours eu la tentation de la part des politiques de dériver parce qu'il y a d'autres besoins, d'autres problèmes dans la société, et donc de faire intervenir l'armée pour résoudre un certain nombre de problèmes que d'autres institutions n'arrivent pas à régler. C'est vrai pour les questions d'éducation, par exemple. Ça peut être vrai aussi pour les questions de la délinquance. Et ça, c'est évidemment un sujet extrêmement sensible. Donc, à mon sens, il n'y a pas de réflexion aujourd'hui là-dessus. Et je trouve ça dommage parce que, là encore, croire qu'on est sur un acquis gravé dans le marbre depuis 1962 d'une dépolitisation totale de l'institution et du fait qu'elle soit écartée de toute implication sur le territoire national, je crois que c'est une illusion très, très nette. Deuxième question donc, sur l'industrie d'armement.
je trouve que le sujet est assez fascinant. Vraiment, c'est le plus difficile sur lequel on peut travailler. Je crois que c'est encore pire que le nucléaire. Le nucléaire, vraiment, on peut trouver des archives aujourd'hui et il y a des avancées. Les ventes d'armes, j'ai fait des tentatives répétées dans différents fonds d'archives. Tout est systématiquement refusé pour des raisons évidentes. Et si on arrive à apprendre des choses, parfois, c'est quasiment par erreur. Donc, en tout cas, c'est un sujet qui est fascinant parce qu'on y trouve un excellent exemple de cette logique de prise en charge de l'État par les socialistes. Et là, on voit vraiment le passage d'un temps d'opposition à un temps d'exercice de l'État, avec effectivement des jeux de balancier à différents types d'acteurs. Le Parlement qui est très faible sur ces questions, structurellement. La Siemge, c'est comme ça qu'on dit, qui joue un rôle fondamental et dont il faut préciser, si je ne me trompe pas, qu'elle n'est pas sous l'autorité du président de la République, mais sous l'autorité du Premier ministre, ce qui n'est pas du tout innocent, parce que comme c'est un sujet sensible, enfin c'est mon interprétation, il a sans doute été pensé pour que le président de la République ne soit pas tout à fait dans ce système-là, même si j'imagine voilà. C'est une façon de le protéger, exactement. Et en tout cas, pour la période de Mitterrand, puis pour la période de François Hollande, ce qu'on constate sur des études un peu longitudinales, c'est que rarement les ventes d'armes se sont aussi bien portées que sous la gauche socialiste. C'est net sous Charles Hernu, c'est très fort aussi sous Jean-Yves Le Drian, qu'on a qualifié de VRP aussi de l'industrie de défense, parce que en fait, ils ont repris et assumé cette idée que pour avoir une base de défense souveraine, pour être certain d'avoir des armements qui soient strictement français et qui ne dépendent de personne ou presque personne, eh bien, il fallait avoir une base strictement française. Et donc, d'exporter très largement. C'est un choix politique, on le partage ou on ne le partage pas. Moi, je voudrais juste dire, je pense qu'il faut absolument nous réapproprier, comme nous l'avons fait à gauche, où pendant très longtemps nous avions laissé les symboles républicains à la droite, voire à l'extrême droite, le drapeau, l'hymne national et ainsi de suite, nous réapproprier les sujets de sécurité et de défense et ne pas avoir peur, d'avoir le courage, parce que nous sommes aussi légitimes que la droite, de les défendre avec, bien évidemment, une vision qui sera beaucoup plus sociétale, qui prendra en compte d'autres sujets beaucoup plus sociaux que pourrait le faire la droite. Mais je crois qu'il faut absolument que nous rentrions dans le vide que nous laissons finalement à la droite, qui se sent tout à fait légitime parce que la gauche ne s'en occupe pas, ou pas suffisamment. Merci beaucoup. Il est 20h46, on est plutôt pas mal. Bravo à nous. J'ai pas prévu de conclusion, donc simplement remercier les trois intervenants de leur présence et de vos mots. Merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'au bout.